Bonjour à toutes et à tous, excusez-nous pour le retard, on a un petit souci technique avec Frédéric Dumas. Donc nous sommes en direct, nous sommes le 24 avril 18h. Merci d'être avec nous, merci à nos participants. On va donc très rapidement se présenter. Je suis le cofondateur de Sorry Children avec Pierre Charlier ici présent. Bonjour tout le monde. Et donc David Koubi, qui est avocat à la Cour de Paris. Bonjour David et merci beaucoup d'être là. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Erwan Lecoeur, qui est sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite, si je ne m'abuse. Bonjour Erwan. Oui, en effet. Bonjour, merci de m'avoir invité également. Avec plaisir. Et Alexandre Mafoudi, qui est activiste nomade et dans plusieurs mouvements, mouvements des ZAD, des squats. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Et donc, nous avons avec nous normalement Frédéric Dumas qui a eu un petit problème de connexion. Pourtant, les tests étaient bons. Mais donc, elle va nous rejoindre et on va commencer tout de suite. David, je te propose de commencer. Et Frédéric nous a rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour, toujours pas de... activer webcam, on va voir. Toujours pas de caméra. Alors, essaie d'activer. On est passé sur le direct. Donc, D'accord. Donc, tu es député des Hauts-de-Seine, anciennement La République En Marche, et tu es parti il y a 2 ans. Tu pourras peut-être nous expliquer pourquoi. Et ancienne productrice de cinéma. Tout à fait. Merci beaucoup d'être là. Donc, on va commencer par toi. On va commencer par ta pire excuse. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ce moment particulier, comment ce moment influence ta pire excuse? Je vais la mettre en ligne. Hop. Ça y est, on la voit. On ne la voit pas encore tout à fait. Ah, Pierre, est-ce que tu peux couper ta caméra encore comme hier? Désolé, parce que la scène est pleine là. Allez, je m'en vais, je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai pas précisé, excusez-moi, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du direct et à voter pour les questions des autres. Et si on n'a pas le temps, on prendra les questions qui ont recueilli le plus de voix au début. Donc c'est déjà une démocratie du coup. C'est exactement, c'est tout à fait ça. On est déjà en démocratie. Moi, je suis victime de la fracture numérique. Alors, Frédéric. J'ai pas de réseau. Voilà donc ta pire excuse. Voilà, bah oui, c'est triste. Hein. Je pensais qu'on pouvait changer le système de l'intérieur. Donc, la question, c'est de savoir si ça n'a pas aggravé C'est ça. Voilà. Bah, écoute, oui, c'est sûr que voilà, je pensais qu'on pouvait changer le système de l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas changer le système de l'intérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'introduire dans le système et qu'il ne faut pas partir du système pour proposer des nouveaux chemins, mais en tout cas, on ne peut pas changer le système. Donc, le confinement, en tout cas cette crise, me confirme tout ça, puisqu'on avait déjà quand même des difficultés à faire vivre la démocratie à l'Assemblée. Et puis, bien évidemment, l'urgence sanitaire, ça aboutit à une loi d'urgence qui donne tous les pouvoirs au gouvernement. On n'est plus que 8 députés dans l'hémicycle pour poser des questions au gouvernement. Comme vous le savez, les questions au gouvernement, on pose des questions et les réponses, évidemment, on n'en a pas. Donc, c'est aussi... en fait, je trouve que le confinement a montré à quel point l'Assemblée, l'hémicycle était avant tout un théâtre, plus qu'un lieu de réel exercice de la démocratie. Donc effectivement, je n'ai fait que me confirmer dans l'idée qu'il était difficile de changer le système de l'intérieur. Après, j'ai quand même des idées pour le faire, mais voilà. D'accord. Merci beaucoup Frédéric, on va développer après. Passons maintenant sur Alexandre. Alors Alexandre, je vais partager également la pire excuse que tu nous avais donnée. La voici. Ouais. Et ben ouais, ça répond un peu à ce que disait Frédéric, mais je suis pas en position d'exercer le pouvoir et de décider d'écrire les lois comme toi, Frédéric, mais
mais je suis supposé être un citoyen dans une démocratie républicaine, res publica, la chose publique, démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ouais, j'ai voté et je vote plus d'ailleurs. Et j'ai pas voté aux dernières élections. Et est-ce que le Covid, oui, la gestion de la crise du coronavirus en France et dans le monde a montré que les gens compétents n'étaient pas en position de prendre les décisions et que les gens qui prennent les décisions n'ont pas les compétences pour mettre le pays dans une situation de faire face à des crises comme celle qu'on a encourues. D'accord. Donc ça, on va dire que ça renforce plutôt ta pire excuse. Malheureusement. David, ta pire excuse est ici. Je la partage. Hop. Oui, on a continué à voter, ils ont continué à mentir et on n'a rien fait. Alors, tu souhaites que je l'explicite, c'est ça? Voilà, et que tu nous dises comment ce moment en particulier l'influence. Est-ce que ça la renforce? Est-ce que ça l'affaiblit? Est-ce que ça la change? Tout d'abord, j'ai indiqué on a continué à voter et on était impersonnel puisque moi je ne vote pas et je n'ai jamais voté. On en parlera peut-être plus tard. Donc j'ai choisi cette formule on a continué à voter pour être inclusif et pour ne pas être accusatoire en disant vous avez continué à voter. Mais pour être très honnête, c'était quand même le fond de ma pensée puisque j'avais commis une tribune, je crois, entre les deux tours qui s'appelait Dimanche abstenons-nous, abstenez-vous. Je ne sais plus si je m'étais rendu ou pas. Et tu vois, c'est intéressant d'entendre le propos de la députée Frédérique Dumas que je connais par ailleurs. Salut Frédérique. Salut David. Que j'apprécie grandement. Mais tu vois, sa toute première phrase, pour te citer de ton vivant, Frédérique, était « On ne peut pas changer le système de l'intérieur ». Donc, ce qui signifie en creux, et ça fait un peu écho à la pire excuse d'Alexandre qui vient de passer juste avant, qui était « J'ai voté ». Cela signifie en creux que continuer à voter ne permet non pas de changer le système, comme le dit Frédéric de l'intérieur, mais qui plus est, de l'entretenir. Donc, il me semble que les solutions que l'on doit apporter pour modifier ce système, qui en a grandement besoin, et c'est tout l'objet de notre réunion à 4 avec ceux qui nous regardent et que je salue et dont j'espère qu'ils sont en bonne santé. Tout l'objet de ce qu'on est en train de faire est de regarder comment on pourra changer le système et de mon point de vue, de l'extérieur exclusivement. Toute pénétration dans le système, ce sont des mots un peu précis, un peu gras que j'emploie, ne fait que le renforcer et le justifier. Ok. Merci David. Erwan, je vais également mettre ta pire excuse. Que voici. Oui, vous verrez qu'elle est bien dans le même ton. Je pensais que les politiques et les entreprises devaient régler le problème, que c'est donc leur rôle, que c'est leur devoir aux politiques et aux responsables d'entreprise que de régler ce type de problème et quelques autres. Donc on est toujours un peu dans le même ton. Je me mettrai un peu à côté de ce qui vient d'être dit. Moi, je suis plus un analyste qu'un activiste en pur jus, même si j'ai aussi une forme d'action à partir de l'analyse que je peux faire de ce qu'est la société. Et donc, mon excuse à l'époque, je la confirmerai aujourd'hui en disant toujours que je pense que les politiques et les entreprises doivent contribuer et jouer leur rôle pour régler les problèmes qui sont posés par le Covid, mais aussi par la crise climatique, la crise des ressources, la crise alimentaire éventuellement, ou de la ressource en eau et en tout un tas de biens communs. Donc je ne changerai pas fondamentalement cette excuse qui me semble mauvaise en termes d'excuses, mais qui me semble bonne en termes sociologiques et en termes de politique. C'est-à-dire que la vie de la cité, la police, P-O-L-I-S dans le grec, c'est bel et bien le fait de déléguer à certains moments donnés la capacité d'action en fonction d'une opinion. Or, ce qui a été dit précédemment et ce qu'on sait depuis très très longtemps, c'est que dans un système démocratique comme dans un autre système moins démocratique, illibéral ou autoritaire, il y a un chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est celui qui fait que l'opinion, éventuellement l'opinion publique, à un moment donné,
influencent réellement ou pas le système politique, mais aussi économique. Et on voit bien que dans nos sociétés, dans nos démocraties, l'opinion influence dans une certaine mesure très fortement le système politique, notamment l'opinion, par exemple, conservatrice. Le vote Front National et le vote Rassemblement National depuis quelques années influencent les différents gouvernements. Le fait que les gens aillent au McDo et chez Carrefour influence également la sphère économique très fortement. Donc il n'y a pas d'influence. Il y a certaines influences qui sont prises en compte et puis d'autres influences qu'on appellerait des influences minoritaires, et c'est là-dessus que je travaille, l'influence des minorités actives qui, elles, n'arrivent pas à se faire jour et à influer réellement sur le système. Parce que, d'une certaine façon, je connais aussi des députés qui sont des gens tout à fait de bonne foi, qui font bien le travail. Je connais aussi des chefs d'entreprise. Et je connais aussi plein de gens qui sont des gens comme vous et moi, qui aimeraient bien, mais qui ne font pas. Et le fond du problème, c'est peut-être aujourd'hui, à mon avis, c'est pour ça que mon excuse tient toujours, nous sommes 85% à dire qu'il faut agir pour l'environnement, et nous sommes moins de 15% à le faire. Donc, on peut éventuellement dire c'est la politique et c'est les méchants politiciens qui font pas. Non, en fait, c'est nous tous qui ne faisons pas, tout simplement parce que changer, c'est compliqué. D'accord. Merci beaucoup, Erwan. Donc, on va lancer un petit peu le débat, la discussion. Pour vous, là, en ce moment, on est en train de vivre quoi? Est-ce que c'est un petit phénomène, un petit moment de panique avec des effets très importants? Est-ce que c'est un moment de bascule? C'est un moment dont plus tard on se rendra compte qu'il a été fondamental? Est-ce que c'est une crise? Donc par définition, on va revenir à un état assez similaire. Comment vous le voyez? Et peut-être dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce moment et de la réaction très rapide, très massive de nos pays respectifs, plus ou moins avec plus ou moins de rapidité, pour les combats qu'on mène chacun. Je ne sais pas si qui veut commencer. Frédéric, peut-être? Oui, oui, si tu veux. Oui, j'ai toujours pas trouvé. Je pense la caméra, mais c'est pas grave. En fait, pour revenir justement sur ce qui a été dit, parce qu'on allait à peu près tous dans le même sens, l'idée, effectivement, c'est pas obligatoirement que tous les politiques font mal leur travail ou tous les chefs d'entreprise, je suis assez d'accord avec ça, c'est que en fait, ils sont un peu empêchés. Il y a une espèce d'impuissance. Alors, on peut résister et on peut donc faire entendre notre voix, ça on essaye de le faire, mais j'allais dire le côté opérationnel est beaucoup plus compliqué et cette mandature l'a beaucoup abîmé, hein, parce qu'on a beaucoup, par différentes lois, abîmé notre propre rôle. Par exemple, la réserve parlementaire, moi-même la première, j'ai pensé que c'était quelque chose de... on nous avait présenté ça comme une forme de corruption, puisque c'était une espèce d'enveloppe financière qui était à la disposition de chaque député pour pouvoir aider des associations, et qu'à un certain moment, ça a servi à certains, effectivement, à faire, j'allais dire, de l'électoralisme. Mais globalement, tout ça avait été quand même relativement encadré dans le dernier mandat, et ça servait à peser, justement, en temps de crise. Si on avait eu cette réserve parlementaire, on aurait pu agir. Donc, moi, ce que je pense que ça révèle, c'est qu'effectivement, de cette crise, il pourra sortir le pire comme le meilleur. Je ne pense pas qu'on est un peu comme sur une montagne, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et que ça veut dire qu'on doit un petit peu plus ressourcer sur nos convictions pour pouvoir décider d'agir et de ne pas se laisser entraîner par les émotions ou par la peur. Moi, je pense que ça fait état de dysfonctionnement profond, systémique effectivement, du système de globalisation, et qu'on peut quand même proposer des chemins où on retrouve une forme on se réapproprie un certain pouvoir sur son propre destin, en proposant quand même des solutions qui sont relativement opérationnelles et qui atterrissent dans la réalité, dans le quotidien des gens. En fait, on a cette crise et la manière dont le gouvernement appréhende les choses aujourd'hui montre qu'il y a une déconnexion totale entre les décisions prises et la réalité. Et je pense qu'il y a comme une espèce de matrice technocratique et bureaucratique qui ne tient pas compte de la réalité. Donc en fait, rien n'atterrit dans la vie des gens. Il y a un décalage. Et je pense que c'est de ça dont il faut se servir pour proposer des chemins qui, eux, atterrissent et qui permettent de résoudre à la fois, de réconcilier l'économique, le social et le durable. D'accord. Messieurs, une réaction? Oui, Vas-y, David.
On parle de crise et je t'entends bien, mais je crois que c'est pas le bon mot, Grégory. Je pense que ce n'est pas une crise, je pense que c'est un naufrage, une catastrophe. Je m'explique un instant là-dessus. Crise, c'est le mot un peu générique que l'on emploie pour décrire finalement tout et son contraire. Une crise économique, une crise sanitaire. Donc tu vois, on te met tout de suite dans un postulat qui fait que on t'explique en te disant que c'est une crise qu'on va rentrer sur un sujet qui va au-delà de l'ordinaire. Ça pourrait être une crise si elle était gérée. Mais là, ça n'est pas une crise, c'est une catastrophe. Catastrophe pourquoi? Parce que ce qui pourrait être une crise sanitaire, le Covid, est assorti d'un mensonge d'État qui est devenu systémique. Je ne te dis pas systématique, je te dis systémique. Le 3 mars à l'Assemblée nationale, Olivier Véran dit on commande des masques. Mais à la même date, Agnès Buzyn dit quand j'ai quitté le ministère de la Santé, nous avions des respirateurs et des masques en nombre suffisant. Ces masques, on est aujourd'hui le 20 et quelques avril, comme beaucoup d'entre vous, j'ai un peu perdu le fil. Alors attends, qu'est-ce que c'est? On est le 24 avril. Ces masques, on n'a toujours pas vu l'élastique d'un, tu vois. Et alors, là, il pourrait te répondre, si Beth Ndiaye était avec nous, la porte-parole du gouvernement, que oui, mais ils sont réservés au personnel de santé. Mais il se trouve que je travaille avec des membres appartenant à cette catégorie qu'on appelle le personnel de santé, et ils sont tout aussi à poil que nous. Tout aussi à poil que nous. Donc, on te parlait de réserve stratégique, il n'y en a pas. On te parlait de fabrication par des grandes entreprises françaises. En réalité, quand tu regardes les choses, ce sont des PME. On sait qu'il y a d'autres PME françaises qui fabriquent des masques, qui sont subventionnés sur des fonds publics, qui n'ont pas été appelés et qui n'ont pas retourné les appels adressés au gouvernement pour dire « Hey, on est là et on pourrait fabriquer des masques ». On sait que les pharmaciens n'ont pas le droit d'en vendre, donc on comprend qu'on est dans un mensonge organisé. Et tu me connais bien, Greg, Fred aussi, les autres, je le découvre, on n'a pas travaillé ensemble, mais Frédéric Dumas, pardon, mais je ne verse dans aucune forme de complotiste. C'est-à-dire que moi, j'aime bien ce qui est rationnel, factuel, je suis un avocat, je regarde les éléments, je regarde les déclarations des uns et des autres et je les confronte au tamis du réel que nous vivons en tant que Français. Okay? Et donc, raison pour laquelle, sur cette première tête de chapitre, je te dis que de mon point de vue, ce n'est pas une crise, c'est tout à la fois une catastrophe et un naufrage. Naufrage parce que ce mensonge est catastrophe parce que on va vers des lendemains économiques qui sont au bout du rouleau de ce qu'on nous a expliqué. Ça fait des années qu'on nous dit nous vivons une crise économique. Moi, je pense que la crise économique, c'est le petit nom que l'on donne à la corruption, à l'inaction, à l'inéquité de nos gouvernants. Donc, une fois que ça fait une décennie ou deux qu'on nous explique qu'on est dans une crise économique, quel est le mot que l'on va devoir nous expliquer pour nous dire que ça va aller au-delà de la crise de 2008, sans doute au-delà de la crise de 1929? Ça, c'est une question. Alors, tu vois notre cadet à la télévision une fois par semaine, je parle du président de la République Emmanuel Macron, venir te dire mardi, les pharmacies seront livrées, mercredi, les citoyens seront livrés en masque. On sait très bien que ce n'est pas vrai. On entend dire j'ai mis en place des moyens extraordinaires qui seront précisés au cours du Conseil des ministres mercredi prochain. Alors, tu sais, moi je suis avocat d'un certain nombre de très grandes entreprises, mais aussi de PME. On a redirigé l'activité de mon cabinet, le cabinet 28 octobre, vers de l'aide d'urgence aux entreprises et aux particuliers. Et en fait, je ne connais pas une entreprise qui a déjà perçu son argent. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ça, je peux? C'est parce que je trouve que c'est vraiment tout à fait juste ce que dit David. C'est pour ça que j'ai parlé de déconnexion avec le réel. C'est-à-dire que les mots qu'on entend lors des interventions n'ont aucun rapport avec la réalité. Et les députés, les élus, on essaie de faire remonter en disant il n'y a aucun rapport entre ce que vous dites et ce que les gens vivent. Et moi, je peux vous dire que le jeudi 12 mars, le jour de l'intervention du président, celle que tout le monde attendait, c'était avant le confinement. Toute cette journée-là, moi, je lui ai passé des messages sur exactement ce que dit David. Déjà, on savait dans les hôpitaux, dans les services épidémiologiques et d'infectiologie, il y avait déjà des soignants contaminés, il y avait déjà un manque de protection et ils étaient tous en train de demander l'annulation des élections.
C'était pas compliqué de savoir qu'il fallait annuler les élections. Il suffisait d'aller dans un service épidémiologique, dans un hôpital, où il y avait déjà des soignants contaminés et pas de protection. Et évidemment, ça n'a pas été entendu. Et l'autre chose aussi qui m'a fascinée, c'est le 13 avril, là, la dernière intervention du président, où effectivement il nous a parlé de masques grand public qui seraient, bon, pour la énième fois, avec des confusions sur est-ce que c'est utile ou pas utile. Donc il évoque quand même l'idée de masques grand public qui seraient relayés par les mairies. Et 3 jours après, dans l'interview du Point, il recommence à dire « De toute façon, je n'ai jamais dit que les masques étaient utiles. D'ailleurs, ça sera incohérent avec ce que j'ai dit avant. » Et il a autre chose. Et il continue à dire « J'assume le premier tour des élections. » D'ailleurs, il n'y a eu aucun problème avec le premier tour des élections parce que toutes les personnes ont respecté les gestes barrières en allant voter. Cette phrase, elle est complètement hors sol. On sait bien que tout le monde n'a pas respecté les gestes barrières en allant voter. On sait bien qu'il y avait plein d'endroits où ce n'était pas le cas. Et cette déconnexion totale entre la parole et la réalité, c'est terrifiant parce qu'on ne peut pas trouver des solutions si on ne fait pas un lien entre les deux. Et moi, lorsque j'avais fait un article où j'avais effectivement assimilé le logiciel d'Emmanuel Macron, d'Alexis Collère, parce que c'est quand même 4 personnes qui nous dirigent, hein, Emmanuel Macron, le Premier ministre, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, et Benoît Ribadeau-Dumas. C'est Matrix. Ils ont une matrice. Et en fait, elle n'est pas perméable. On ne peut rien ne peut être assimilé de la réalité par cette matrice. Elle produit une espèce d'algorithme intellectuel et cérébral. Et donc, c'est pour ça c'est des algorithmes très puissants intellectuellement. Donc, on est fasciné par l'intelligence, mais ils n'atterrissent pas dans la réalité. Et quand on est déconnecté, on ne sait pas qu'on est déconnecté. Donc, en fait, il y a cette forme d'impuissance. C'est pour ça que je dis on ne change pas le système, parce que ce système-là, on ne peut pas le changer. Pour le changer, il faut que d'autres forces prennent effectivement le pouvoir pour le faire changer. Mais il faut quand même être à l'intérieur, il faut quand même en partie être à l'intérieur pour comprendre les failles du système et pour faire des propositions. Je dis pas que, en étant totalement en dehors du système, on est aussi un peu dans une forme d'impuissance. Merci Frédéric. Erwan, David, tu voulais finir? Oui, je le fais rapidement. Tu nous disais de quoi cela pourrait être le nom, si je comprenais ta question. Il me semble que cette crise du Covid s'assimilera à une étincelle plus tard. Pour le moment, on est confinés, tous plus ou moins bien accompagnés, plus ou moins heureusement, plus ou moins librement, dans des conditions matérielles qui sont différentes les uns des autres, bien évidemment. Mais un jour, nous parlerons de tout ça au passé, il faut l'espérer. Et on se souviendra de cette période, et nous devons mettre cette période à contribution pour apprendre à réfléchir autrement. Et quand on parlait des enseignements que nous pourrions en tirer, c'était ta question, Grégory, et je voudrais répondre sur une phrase qui m'a particulièrement intéressé, prononcée par Erwan tout à l'heure. Tu disais, Erwan, si j'ai bien compris, mais dédie-moi si je me plante, tu parlais d'influence minoritaire qui n'arrive pas à faire changer le système. Eh bien, à ce titre-là, je crois qu'on a toujours essayé de travailler autour de convergences idéologiques que nous pourrions avoir. Et en réalité, je me rends compte que quand on est en dehors du système, mais ça je l'ai vu dans nombre de dossiers sur lesquels on pourra revenir, il y a des gens avec lesquels on pourra avoir une convergence, mais elle n'est pas idéologiquement suffisamment aboutie pour avoir envie de travailler avec lui. Et si on inverse ce paradigme, j'ai tenté cette démonstration dans un bouquin que j'ai publié juste avant l'élection d'Emmanuel Macron en mars 2017, qui s'appelle « Une contestation française ». J'ai appelé ça, mais je crois que le nom n'est pas bon, des contestations compatibles. Et je crois que nous devrions travailler autour de nos contestations compatibles, au lieu d'essayer de fabriquer une convergence illusoire des luttes. C'est-à-dire que moi, avec Alexandre, j'ai peut-être des contestations compatibles. J'en ai peut-être totalement marre d'entendre des communications gouvernementales qui sont mensongères et qui mettent ma vie, celle de mes proches, celle de nos concitoyens en danger. Alors peut-être qu'avec Alexandre, ou avec Erwan, ou avec toi, ou avec Frédéric, on pourrait tenter de fonctionner autour de nos contestations compatibles sur l'équation disant « nous ne tolérons plus ça ». Frédéric vote, elle est politisée, moi je ne vote pas. Peut-être que je suis végétarien, peut-être que toi, Greg, tu n'es pas végétarien, peut-être que je suis pro-nucléaire, peut-être qu'Erwan est anti-nucléaire, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles nous pouvons décider de fonctionner ensemble pour leur indiquer que nous ne les laissons plus
passé. Et je termine juste d'une phrase pour ne pas monopoliser la parole. Il me semble que toutes ces crises dont on parle ont une racine commune qui est leur corruption. Et leur corruption, elle est rendue possible. Je dis simplement ça et je l'illustre d'un exemple, si vous me le permettez. Elle est simplement rendue possible par le fait que nous attendons tous deux, dès lors qu'ils se présentent et qu'ils sont élus, mais nous n'avons aucun moyen coercitif, c'est-à-dire obligeant, de les forcer à mettre en œuvre la politique pour lesquelles, les politiques pour lesquelles nous leur permettons d'être au pouvoir avec des moyens extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils sont payés sur des fonds publics, certains d'entre eux ont des services de sécurité, des voitures avec chauffeur, etc., etc. Et je vous donne simplement un exemple. J'ai été au contact d'un jeune et prometteur député alors que j'attaquais une grande banque française qui s'appelle la Société Générale et qui avait perçu indûment 2,2 milliards d'argent public suite à ce qu'elle avait présenté comme une fraude et qui s'est avéré n'être pas une fraude, mais une perte dont elle a été reconnue quasi exclusivement responsable à 99,98% responsable. C'était un dossier à 4,9 milliards d'euros. Eh bien, ce jeune député posait des questions écrites et orales au gouvernement, comme le fait aujourd'hui Frédéric, qui disait oui, mais ça sert à rien. Il s'insurgeait contre cette déduction, ce cadeau fiscal, plus exactement, et il s'appelait Édouard Philippe. Mais il était à l'époque dans l'opposition. Et aujourd'hui, sauf à ce qu'il s'agisse d'un sosie et d'un homonyme, ce qui ferait quand même une double coïncidence assez troublante et fâcheuse, il est le Premier ministre de notre pays, la France. Eh bien, croyez-vous, les amis, qu'il ait fait quoi que ce soit pour faire réintégrer ces 2,2 milliards d'argent public dans les caisses de l'État, parce qu'on en a peut-être besoin pour la réinsertion, pour l'aide à la fin de vie, pour acheter des masques, pour l'éducation nationale, pour la sécurité de nos concitoyens, pour la malnutrition, pour passer à l'énergie verte, pour tout un tas de trucs, eh bien non. Donc, on voit bien qu'au passage de l'opposition vers le pouvoir, il y a dans ce système corruptif qui est le nôtre quelque chose qui fait qu'il se déconnecte de ce tamis qu'est le réel. Et qu'il se sent autorisé parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. La presse contre-pouvoir, c'est de la foutaise. C'est-à-dire que la presse qui fait un mauvais article, c'est un mauvais article de plus, ou un bon. Donc je crois que la vraie réflexion, peut-être grâce à nos contestations compatibles, tient au fait de savoir comment nous allons les obliger à respecter leurs paroles. C'est pas très grave, c'est leurs paroles, leur programme, pas notre programme, leur programme. Voilà, pardon d'avoir peut-être été un peu long, mais ça fait plus d'un mois que je n'ai pas plaidé. Et ça On le sent un petit peu. Merci David. Erwan, tu veux réagir? Si vous voulez, je peux réagir rapidement. Moi, l'idée de la contestation compatible me plaît bien, mais c'est pas ce que je mettrais sur le devant de la scène, mais c'est mon côté sociologue plus que activiste. Moi, j'arriverais plus quels sont les imaginaires et donc l'imaginaire de solutions que nous avons en commun. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais être un petit peu déroutant, mais je ne pense pas que l'opinion guide l'action. Et d'ailleurs, la psychologie sociale nous démontre que ce n'est pas le cas. On n'arrête pas de fumer parce qu'on trouve que la fumée, c'est pas bon pour la santé. On arrête de fumer parce qu'on arrête de fumer. Et ceci étant dit, je vais reprendre la question de départ. Qu'est-ce que cette crise? Selon moi, il ne faut pas trop se tromper. C'est un soubresaut. Ce n'est pas une crise. C'est un soubresaut d'un élément plus vaste et d'un système crisique, comme dirait Edgar Morin, avec un ensemble de crises, et celle-ci n'en est qu'un des éléments. Peut-être d'ailleurs que c'est un des dominos qui vont faire tomber d'autres pans de la crise économique, financière, puis sociale. C'est pas impossible. Il faut pas la mélanger avec la crise climatique, pour une raison simple, même s'il y a des apparentements possibles, et certains essaient de le faire. Attention, la crise climatique, une fois qu'on rentre dedans, on ne revient pas à la normale, même avec un choix. Ici, tout le monde espère un retour à la normale. C'est d'ailleurs un des gros problèmes que pose ce soubresaut, cette entre guillemets crise du Covid, puisqu'on va l'appeler comme ça. Elle fait évoluer l'opinion publique très fortement et très rapidement, qui était déjà prête à évoluer. Là, d'un point de vue, je vais rapidement brosser un tableau. Je disais tout à l'heure, 85% des gens disent c'est important, il faut agir pour l'environnement. 15% le font. Ce qui nous laisse 70% des gens dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. J'aimerais bien, mais je ne fais pas. C'est nous, c'est une maladie sociale. Nous avons tous quelque chose de cette dissonance-là en nous. Et il y a plein de moments dans notre vie où on se dit il faudrait que j'arrête de prendre la voiture, il faudrait que j'arrête de manger de la viande. Et on ne le fait pas. En tout cas, on ne le fait pas massivement.
et on ne le fait pas de façon consciente parce que tout simplement, on n'a pas encore trouvé les groupes d'appartenance au sein desquels ces attitudes-là, non pas seulement ces comportements, hein, des attitudes à plus long terme, sont extrêmement valorisées et valorisées. Donc, ça, c'est de la sociologie. Ça, c'est le premier point. On était dans une société qui était en gros coupée en 3 blocs et on va vers une exacerbation d'un clivage. C'est ça que le Covid va provoquer. Les 3 blocs, je vous la fais très rapide. La droite dure, radicale et nationaliste identitaire. Marine Le Pen l'incarne assez bien depuis pas mal d'années. C'était mon sujet de thèse et de quelques-uns des livres que j'ai publiés. Au milieu, on a un axe centriste et non pas central, mais centriste, qui veut le pouvoir, qui veut la gestion et qui est libéral, voire ultralibéral. Emmanuel Macron incarne parfaitement bien ici, d'autres ailleurs dans d'autres pays. Et on a sociologiquement une contre-société qui a pu être communiste dans les années 50, qui aujourd'hui devrait être altermondialiste et solidaire, qui existe sociologiquement. Elle pèse 35% de la société, ce qu'on appelle les créatifs culturels, mais politiquement, elle ne sait pas coaguler et elle ne fonctionne pas. Donc politiquement, elle ne pèse pas à hauteur de 35%. Elle ne peut donc pas prendre le pouvoir. C'est l'échec de Mélenchon, c'est tout un tas de choses qu'on a vues dans ces 20 dernières années, puisqu'en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on est sous ce régime des 3 blocs, en réalité. Sauf que politiquement, on ne l'admet pas, parce qu'on est dans un système majoritaire où il faut 50+1. Cette crise du Covid va nous faire passer dans un nouveau registre qui est que, à ces 3 blocs-là, avec toujours le bloc central qui essaie de se maintenir et qui a espéré dans un premier temps être renforcé par la crise, ça a été le cas, il a gagné plus de 10 points d'opinion favorable, et puis il est en train de les reperdre. Parce qu'en fait, sa gestion n'est pas bonne, n'est pas jugée comme bonne, et donc il est en train de reperdre ses points qui vont à nouveau s'éparpiller vers l'extrême droite ou vers une gauche écologique et solidaire. Mais il y a un nouveau clivage qui va se surimposer. Ce clivage, on le voyait déjà en germe, c'est le vrai clivage aujourd'hui, c'est plus la droite et la gauche. 75%, 76% des gens disent « moi, le clivage gauche-droite, il me raconte plus rien aujourd'hui ». Il y a un autre clivage qui a pris la place, c'est celui qui dit « il y a ceux qui disent que l'environnement et l'écologie, c'est très important, et la vraie crise, elle est là. Et il y a ceux qui pensent que c'est pas vraiment important. » Et ce clivage-là, il séduit aujourd'hui 40% des Français. Donc c'est le clivage en tête. D'accord ? Mais il n'a pas d'obédience politique partisane suffisamment forte. En gros, ELV, c'est un parti minuscule à côté de ce que ça pourrait, de ce que ça devrait être. Donc on est orphelin de cette option-là. Le Covid vient dire, attention, désormais, on a un nouveau problème par-dessus les autres, la crise du climat et des ressources. On a aussi ceux qui disent, avec le Covid, on doit tout changer, puisque l'opinion est à 75% convaincue que, tous les sondages le montrent, il faut changer le système, on doit rapatrier nos industries les plus importantes, on doit arrêter de produire en Chine dans des usines, etc. 75 à 80% des gens le pensent. Mais nos gouvernants ne vont pas le faire. Pour 2 raisons. Une qui a déjà été un peu évoquée. 1, ils ne le croient pas suffisamment. Nos gouvernants ne sont pas en adéquation avec l'opinion publique. Ça fait des années que ça dure. Hein. Les gouvernants sont pro-OGM, sont pro-nucléaire, sont pro-agriculture chimique. La population... C'est du progrès, tout ça. C'est ce que le progrès était au début du XXe siècle, pas à la fin. Oui. C'est tout le problème philosophique que nous avons. On ne sait plus ce que c'est que le progrès, on ne sait plus ce que c'est que le bien-être. Du coup, ces gens-là ont été formés dans les années 60. Hein, et donc, ils ont encore, ou même dans les années 70, mais en tout cas, ils n'ont pas rattrapé le retard qu'ils ont par rapport à une population qui, elle, est radicalement plutôt antinucléaire, plutôt pour le bio, plutôt, etc., etc. Et de plus en plus ces dernières années. Donc, on a une surimpression, une surimposition d'un nouveau clivage qui dit le jour d'après doit être plus écologique, plus solidaire, plus ceci, plus cela, 75% des gens. Et dans le réel, on va avoir les votes qui ont eu lieu récemment, où on va donner de l'argent en gros, à la voiture, à l'avion, etc., etc. Donc, on a un problème, là, un nouveau clivage. Je vais même le mettre en double, ce clivage. On a deux fractures dans la société qui sont en train de se faire jour. Première fracture entre ce que j'avais appelé une minorité qui dit il faut profiter du Covid pour vivre mieux. Arrêter les conneries, et le Covid va nous permettre de. C'est une minorité qui pense ça. Mais cette minorité, on l'a vu, elle est intellectuellement présente. Bruno Latour, Dominique Méda, Cyril Dion, etc., etc. Le Monde des dernières semaines, c'est eux. D'accord ? Bon, c'est des gens, c'est des bien-pensants, ils disent des choses qui sont sans doute justes, mais ils ne touchent pas la majorité de l'opinion. Mais cette minorité va se radicaliser, parce qu'elle pense que le Covid montre qu'il y a nécessité de se radicaliser. Un peu comme ça a été le cas avec Notre-Dame-des-Landes. Une minorité qui s'est radicalisée, qui à la fin gagne, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement, pour plein de raisons. Deuxième fracture, donc il va y avoir une fracture entre cette minorité
et la majorité des gens qui vont vouloir un retour à la normale, back to basics, c'est-à-dire moi je veux bouffer, je veux aller au supermarché, je veux mon salaire à la fin du mois, je vais pas prendre de risques alors que je sais pas vers quoi on m'emmène. Donc on va avoir une première fracture dans la société qui risque du coup de mettre les écolos encore plus en porte-à-faux parce qu'ils seront plus nombreux, ils auront plus raison que d'habitude, mais ils se mettront encore plus face à une population qui dira d'abord je veux bouffer et après on discute de vos histoires. Deuxième fracture forte, ce que je vais appeler les gagnants et les perdants. La première fracture, c'est en gros les mutants contre les gardiens. Les mutants, c'est le système doit changer. Les gardiens qui disent non, revenons à ce qu'on savait faire, ce sera déjà bien, regagnons un peu de PIB, ça ira bien, on va attendre jusqu'à la prochaine crise. Et la deuxième fracture qu'on voit dans les études Cali, notamment déjà, c'est les gagnants, donc les gouvernants, mais aussi les écolos dont je parlais. Finalement, ce Covid, il nous a démontré les choses, qu'on vit mieux, qu'il faut faire attention aux autres, qu'on peut faire des visioconférences, etc. Et puis les perdants. Et les perdants qui vont se compter, eux, par millions, et qui vont dire, vous nous emmerdez avec vos bêtises, là. Nous, un Covid, toutes ces crises, à chaque fois, on veut que vous nous assuriez le b.a.-ba. On veut pas changer de système, on veut rien d'autre que assurez-nous et on va donc avoir une population qui va potentiellement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le pire et le meilleur. Le pire, c'est le repli sur ce que l'on connaît, ce qu'on voit aux États-Unis avec les manifestations et les gens en armes qui veulent revenir. Je veux avoir le droit de sortir, ma liberté avant tout. Je veux aller au Walmart et à McDo. Et puis une minorité qui subit moins les attraits de la crise du Covid, mais aussi de la crise économique, puis sociale, etc., et de la crise financière. Et cette minorité contre cette majorité, ça va faire une deuxième fracture. Je finis en disant, on est toujours un peu dans le même phénomène pour ces questions de crise globale. On a l'opinion qui a évolué. Plus de 70% des gens pensent que, en gros, les écolos ont raison, grosso modo, d'une façon ou d'une autre. Mais, je le disais, 15 à 20% font et sont prêts à s'engager vraiment. Il y a moins de la moitié. Donc, on garde quand même une disproportion entre l'opinion et les comportements. D'accord ? Cette grande disproportion, elle s'explique notamment par quelque chose qu'on va appeler les attitudes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de ne pas prendre sa voiture pendant un mois, là on vient de le faire les uns et les autres, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas pris de voiture. Mais c'est de devenir non automobiliste. C'est d'abandonner la voiture à tout prix, d'arrêter, de devenir piéton. Certains vont le faire, la crise du Covid va faire basculer des gens, c'est évident, un certain nombre, mais les attitudes n'auront toujours pas rattrapé le niveau extrêmement élevé de l'opinion qui dit il va falloir changer de système. Et je poserai une question pour finir un petit peu. On est comme dans un système où plein de gens veulent revenir à l'avant. Et on peut le comprendre, et on peut même dire, bah oui, mais ils ont raison. Sauf que si on mettait à la place de gens qui veulent juste aller au McDo, quelqu'un qui se trouve être un Chinois, et que avec tous ses amis, pas loin de Wuhan, nous disent et nous font comprendre que eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à manger des chauves-souris dans la soupe, alors peut-être qu'on posera la question avec les bonnes questions au départ. C'est-à-dire, peut-être qu'on ne peut plus manger de soupe à la chauve-souris. Merci Erwan. Alexandre. Ouais, c'est difficile d'enchaîner. On a brassé tellement de sujets, ouais. je sais plus où prendre. Mais sur la crise et la nature de la crise, moi d'abord, pour moi, c'est un miracle. Ça fait des années qu'on s'active. Notre-Dame-des-Landes, c'est 40 ans de travail pour sauver 2000 hectares. On détruit un terrain de foot toutes les minutes, je sais plus, à l'échelle de la terre, de forêt qui est déboisée, sans parler des autres secteurs océaniques et autres, le ciel. Donc on n'est pas du tout efficace dans l'activisme. Moi, je suis activiste, je fais vraiment que ça, essayer de décoper l'océan de la misère humaine en plaçant des familles qui sont à la rue avec leurs enfants dans des squats ou de défendre des bouts de terre que les promoteurs veulent raser pour y faire couler du béton et du goudron pour empocher un gros pactole. Et du coup, le coronavirus, en quelques jours, il a fait ce que nous, on rêve de faire. C'est un miracle. Donc, un miracle qui a un coût humain, je le dénie pas. Je veux pas blesser les personnes qui sont inquiètes pour leur famille ou qui ont perdu des proches. Il y a un coût humain, mais on sait aussi, il est indéniable que pour l'instant, les accidents du travail évités, la pollution qui n'a pas été émise, il a sauvé plus de vies qu'il en a coûté. Donc d'abord, c'est quand même cette espèce de leçon que la nature nous donne et cette capacité d'autorégulation qu'elle nous démontre et qui doit être terrifiante. Moi, j'ai fait de la randonnée en montagne et je sais que les gens qui ont navigué, c'est pareil. Quand on a navigué, on sait que la mer, à un moment, elle vous prend et elle vous dit c'est moi le maître. La montagne, c'est pareil. Moi, j'ai fait de la randonnée en montagne. Il y a un moment où la montagne,
Elle vous montre que c'est vous qui êtes un micro-organisme dans un organisme beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Là, c'est cet électrochoc que reçoit l'humanité, et ça, c'est très important. C'est aussi un révélateur notamment de l'exclusion. Donc quand même, il ne faut pas oublier les prostituées, les détenus dans les CRA, dans les EHPAD, dans les centres d'éducation fermés, dans les hôpitaux psychiatriques, toutes les personnes qui sont exposées à un risque de mort. Aujourd'hui, la détention, c'est une peine de mort potentiellement, parce que c'est évidemment des viviers de contamination du virus, ces endroits-là. Et ce qui s'y passe est immonde. Et l'abandon des classes pauvres, des SDF et des prostituées dont nous faisons preuve, alors que, je le rappelle, la levée de l'impôt, ça vient du Moyen-Âge et c'était pour aider la veuve et l'orphelin. Donc, ça a une signification très claire. On prend l'impôt à des gens qui ont des moyens pour le donner aux gens qui n'en ont pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend de l'impôt, on le redistribue sous forme de CICE, on annule le bouclier fiscal, on annule les taxes, les machins, les trucs, et on redistribue aux grandes entreprises qui vont, elles, pouvoir avoir les moyens d'avoir des très bons avocats, qui vont bien les défendre, qui vont pouvoir négocier directement avec le gouvernement pour pouvoir en avoir plus, et elles vont toucher les compensations. Et là, et ceux qui n'ont rien, ceux qui sont sans papier, toute une frange de la population se trouve abandonnée, n'ayant pas accès à la santé, n'ayant pas la possibilité de se mettre à l'abri du virus, et oubliés de tous. Après, il y a tout ce qu'on a dit sur la mauvaise gestion de la crise, qui est épouvantable. Et il faut le rappeler, cette crise fait suite à une autre crise qui était elle-même une révolution. C'était quand même les Gilets jaunes. Il s'est passé des choses extraordinaires. Il y a eu Youth for Climate dans la rue. C'était une petite révolution. Mais les Gilets jaunes en France, ça n'en était pas une petite. Ils ont ébranlé les piliers du pouvoir. Ils ont renversé l'opinion publique. Ils ont eu un soutien de l'opinion publique qui était extraordinaire. Même dans un temps où il y avait beaucoup de casse, il y a eu une indulgence très forte par rapport à la casse. Et du coup, ces deux crises s'enchaînent et on ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière. On voit que l'incertitude devient le pilier central de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a une mise en puissance, une montée en puissance de l'incertitude. On était déjà dans un monde incertain, mais aujourd'hui, la seule certitude qui reste, c'est l'incertitude. Les investisseurs, je ne sais pas sur quoi ils peuvent se réfugier comme valeur. La vision du long terme, on a des gens qui sont au pouvoir, qui ont démontré largement leur incompétence. Mais pour moi, la conclusion, c'est ça. C'est vraiment qu'il y a plein de gens qui comprennent et qui sont compétents. Et je ne parle pas de Cyril Dion. Mais il y a plein de gens qui comprennent et qui sont compétents, c'est pas eux qui ont la possibilité d'exercer le pouvoir. Je vois une démocratie qui est en panne. Je vois que les gens veulent pas voir dormir des enfants dehors, mourir des migrants dans la mer. Les gens veulent pas voir disparaître les abeilles, et c'est très clair dans leur tête. Et je suis pas vraiment d'accord avec toi, Erwan, de dire que c'est la faute des gens parce qu'ils n'ont pas décidé, que c'est difficile de changer. Quand même, on nous tabasse de publicité, on nous tape sur la gueule physiquement quand on n'est pas d'accord. Il y a une répression psychologique à l'école, qui est une espèce de torture mentale qui te dit qu'il faut rester dans le cadre. Et Howard Zinn disait le problème, c'est pas la désobéissance civile, c'est l'obéissance civile. Et je crois que c'est bien ce que ça nous démontre. Et aujourd'hui, on a une obéissance civile qui est redoutable, qui est encore là. Elle est suffisante pour maintenir en poste ce pouvoir qui est délétère. Et la répression est suffisante aussi pour l'instant pour faire taire l'opinion publique, qui pour moi a, pour une fois et plus que jamais, fait preuve d'être éduquée et d'avoir compris les enjeux et d'être porteuse des solutions. Je veux bien intervenir, Alexandre. Grégory. Ouais. Moi aussi, ensuite. Frédéric, oui, bien sûr, vas-y. Oui, pour rebondir vraiment sur ce qui a été dit, moi je pense, quand David, tu dis qu'il n'y a pas de crise avec cette crise-là, moi je trouve que tu n'as pas tort. Mais en fait, cette crise-là, elle a permis de révéler justement tous les dysfonctionnements. Et c'est ce que vient de dire Alexandre. Donc, quelque part, je veux dire, c'est une crise au sens grec du terme. Ça permet c'est un révélateur, en fait, des dysfonctionnements systémiques. Et puis, tu as parlé de contestation compatible, et j'ai vu qu'Erwan disait non, c'est mieux de parler d'imaginaire des solutions. Mais je pense que, en fait, vous avez, entre guillemets, tous les deux raison, parce qu'il y a quand même... et Alexandre vient d'en témoigner, il y a aujourd'hui beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, et c'est pour ça que je trouve normal aussi qu'il y ait ces contestations. Et je trouve très bien que David propose de rendre ces contestations compatibles, parce que ça veut dire que en venant d'endroits totalement différents, en restant nous-mêmes, chacun, on a des sensibilités totalement différentes, on peut se retrouver justement en se disant « Ok ». Et moi, je le vois bien, parce que ça m'est arrivé à l'Assemblée, quand j'ai décidé de quitter justement une étiquette politique.
Parce que c'est une barrière invisible, finalement, une étiquette politique. Quand vous êtes sur un plateau télé, si vous avez une étiquette, eh bien, on va vous voir à travers d'avoir votre étiquette. Ben, ça m'a permis une chose, mais ça a été immédiat. C'est que moi, j'ai autant des gens qui me parlent de France Insoumise que des LR, parce qu'à un moment donné, on s'en fiche un peu si tout d'un coup, sur certaines choses, on peut se retrouver. Donc moi j'aime bien cette idée quand même de rendre compatibles les contestations pour arriver à ce que tu dis, Erwan, c'est arriver à évidemment un imaginaire de solution en commun. Parce que cette contestation, si on ne fait qu'on contester, qu'on ne propose pas de solution en commun, mais en tout cas, c'est un des chemins parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y ait ces contestations. La deuxième chose, c'est que sur les fractures, ce que tu dis est vrai, mais je pense que justement, c'est parce que c'est vrai que c'est terrible, parce que si on a les fractures que tu mets en avant, qui apparaissent aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui aimeraient changer le monde et puis ceux qui ne veulent pas que ce monde change. Je ne parle pas des dirigeants là, mais en fait, on ferait exactement ce que aujourd'hui le gouvernement nous propose de faire depuis un certain temps, nationaliste contre progressiste, gilets jaunes contre écologiste, mais en fait, aucun citoyen français ne veut cette fracture. C'est la fracture qui est mise en scène aujourd'hui par le gouvernement et par les médias. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on peut bien sûr réconcilier. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre projet politique que de réconcilier les citoyens, parce que sinon, je ne vois même pas comment on peut avancer. Et c'est pour ça que moi, je pense que pour les réconcilier, il faut tenir compte. Si on ne tient pas compte de ce qui est le plus important dans la vie de chacun, on ne peut pas réconcilier les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser écologie parce qu'ils cherchent juste à survivre. Et puis, il y a des personnes qui, effectivement, ont une conscience écologique forte. Mais on ne va pas opposer l'un à l'autre. Il faut qu'on propose des solutions. Je dis ça parce que je suis en train de travailler à des solutions comme ça. On doit proposer des solutions qui sont des solutions innovantes et qui atterrissent directement dans le quotidien des gens et qui résolvent à la fois le problème économique, c'est-à-dire de pouvoir vivre. Si on ne peut pas vivre parce qu'on n'a pas les moyens de vivre, moi je travaille beaucoup sur l'Afrique. Quand on parle en Afrique d'écologie, vous imaginez bien que ça quand même c'est assez compliqué quand évidemment les gens ne peuvent ni se soigner ni manger. Donc il faut résoudre le problème économique et social et effectivement de manière durable. Et il y a des solutions pour ça. Mais je pense que pour les proposer, pour contrer le système, qui évidemment on n'en a pas très envie, parce que c'est exactement ce que dit Alexandre, on va repartir avec des plans de relance qui vont aller aider exactement. On a essayé de faire changer les choses dans le projet de loi de finances rectificative là qu'on vient de voter. On nous a dit, bah non, c'est pas le moment, on est dans l'urgence. On va nous expliquer que pendant le plan de relance, c'est pas le moment non plus. Donc on sait très bien que ça va se passer à peu près comme ça. Donc moi, je pense qu'il faut trouver des solutions qui atterrissent pour réconcilier les gens et qui atterrissent sur les territoires. Il faut repartir de territoires, je veux dire, à échelle humaine et locale pour que chacun puisse reprendre effectivement son destin en main, pour j'allais dire, ne plus avoir à dépendre de ce qui est centralisé. Donc, ça paraît peut-être un peu intellectuel ce que je dis là, mais je suis en train de le faire réellement, en train de réunir tout un tas d'entreprises qui ont des solutions technologiques durables, mais qui en plus redonnent à la fois du travail et à la fois du sens. C'est ce qu'il te reste de la pensée complexe, Fred. C'est ce qui me reste de la pensée complexe, c'est-à-dire tu sais, le président disait qu'il avait une pensée complexe. Non, mais le problème, c'est moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait de rendre la complexité accessible. Mais en fait, aujourd'hui, on est passé de la bienveillance à. Moi, je suis d'accord avec ce que dit David. On dit tellement de choses terribles. On accuse, par exemple, les Français ont été accusés d'avoir propagé le virus parce qu'ils avaient été au café et au restaurant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'a absolument jamais demandé aux Français de ne pas aller au café et au restaurant. Donc, en gros, s'il n'y a pas de consigne et qu'on n'a pas fermé les cafés et les restaurants, eh bien, c'est normal d'aller au café et au restaurant. En revanche, on a trouvé tout à fait normal que les gens aillent voter. On leur a reproché effectivement, d'être allés dans les parcs. C'est-à-dire cette culpabilité que l'on ne cesse de mettre sur les Français, moi, je pense que c'est ce qui fait ce mouvement de colère. Et on doit tenir compte de la colère.
Parce que si on n'en tient pas compte et qu'on la nie, à force de nier la réalité, de toute façon, elle va surgir malgré nous. C'est la self-fulfilling prophétie, c'est la prophétie qui réalise ce qu'elle annonce. Donc moi, je finis juste, je pense que la fracture dont tu parles, Erwan, est très forte, mais justement, le projet politique ne peut être qu'un projet qui propose de réconcilier ces deux mondes-là. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Si on ne réconcilie pas, entre guillemets, je caricature, les gilets jaunes et les écologistes, je veux dire, ça veut dire qu'on ne proposera rien qui tient aux citoyens. Je peux, Grégory? Bien sûr, bien sûr. Je voulais rajouter une catégorie très préoccupante à la liste pourtant très précise d'Alexandre. Évidemment, Alexandre, tu as raison, on doit se demander comment vivent aujourd'hui ceux qui vivent en faisant la manche. Tu parlais des SDF. J'ai vu, comme tu l'as vu aussi, que certains d'entre eux, on le voit notamment dans quelques articles de la PQR, de la presse quotidienne régionale, que quelques SDF ont été verbalisés pour non-respect du confinement. C'est quand même une forme de cynisme qui, moi, m'arrive comme une insulte. Celui qui est mort à Béziers et tué par la police était SDF. Ce qu'il faut rajouter, je crois, ce sont les toxicos. Moi, je n'ai vu aucune mesure. J'ai regardé les décrets, c'est mon boulot. Je suis les communications gouvernementales. Il n'y a pas un mot à l'adresse des toxicos. C'est-à-dire que ceux que l'on peut voir comme des rebuts de la société ou comme des frères en humanité, qui ont mis un genou à terre, sont vus aujourd'hui comme des rebuts de l'humanité dans notre pays. Il n'y a pas une putain de mesure à leur adresse. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que quand tu es victime d'une addiction, quand tu es déjà tout à la marge de la société et qu'on vit cette crise tout à fait extraordinaire au sens au-delà de l'ordinaire, eh bien le gouvernement n'a pas un mot, n'a pas une mesure à ma connaissance, et je présenterai toutes les excuses dans les formes requises si jamais je me trompe, mais je ne crois pas à cette adresse-là. Je voudrais rebondir également sur ce que tu as dit, Alexandre. Tu parles de démocratie en panne, mais non, il n'y a pas de démocratie en panne, il n'y a pas de démocratie du tout. Il n'y a pas de démocratie du tout. La démocratie, c'est quand la loi est appliquée à tous, c'est-à-dire y compris à nos politiques. C'est-à-dire que quand tu seras impliqué dans un procès pénal, tu auras le même traitement selon que tu seras un kidam ou que tu seras un candidat à l'élection présidentielle ou le patron d'une multinationale ou une grande banque française ou étrangère. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Confère pour cela le traitement qui est réservé à la lanceur d'alerte Stéphanie Gibault. C'est un dossier que je connais bien, je suis son avocat. Stéphanie Gibault, elle a permis de faire récupérer des milliards dans les finances publiques françaises et notre gouvernement, comme le précédent, comme celui d'avant, la laisse crever la bouche ouverte. Il n'y a pas d'autre mot. Et enfin, Alexandre, pour terminer concernant ce que tu disais, tu parlais des gilets jaunes et de la bonne opinion des Français, compte tenu même des violences. Mais les violences et les gilets jaunes, c'est pas la même chose. Les violences, c'est livré avec la contestation des gilets jaunes. C'est en marge des gilets jaunes. Moi, je n'ai pas vu de gilets jaunes. Il faut pas confondre Black Bloc, qui est une autre forme de contestation, et les gilets jaunes. Et je pense que les violences en marge des gilets jaunes sont traitées comme des faits divers pour qu'on ne regarde pas ce dont c'est le nom. Tu comprends, Alexandre, ce que... Oui, je comprends et je pense qu'effectivement, j'ai peut-être même eu tort d'en parler, mais non. De toute façon, quand on regarde la réalité des violences qui ont été exercées pendant le mouvement des Gilets jaunes, hormis par la police, elles sont infimes. Quelles sont les blessures graves qu'ont reçues des policiers? Il y en a quasiment pas. Il y a eu des dégâts matériels qui sont l'expression d'une colère qu'on peut que trouver légitime. Et par contre, la blessure la plus grave qu'a subi un policier, c'est une main arrachée. C'est lui qui s'est fait péter sa grenade dans sa main à la Réunion, voilà. Et c'est la blessure la plus Alexandre, grave. moi, je n'oppose pas les violences et la police parce que je crois que les policiers sont dans une autre forme de prolétariat, qui ont un travail qui n'est pas le tien, qui n'est pas le mien. Mais je crois pas que, enfin, je pense que regarder ce qu'il est coutume d'appeler dans certains milieux et peut-être le tien, ce qui n'est pas une attaque, ce qui est peut-être une description, les violences policières, c'est pas ça le sujet. Je crois qu'il faut regarder du côté de la place Beauvau et des ordres qui leur sont donnés. Mais bon, je crois pas que ce soit la thématique. Pour revenir un instant sur ce que disait Frédéric, sur ce que tu disais, Frédéric,
Évidemment, l'imaginaire des solutions d'Erwan, moi, je n'y avais pas pensé. Et je trouve ça intéressant. Ça vient compléter parfaitement la vision où j'ai des contestations compatibles. Mais il ne s'agit pas, dans les contestations compatibles, de contester seulement. Il s'agit de contester pour dire nous voulons que la loi soit appliquée à tous. Nous voulons qu'il soit mis un terme aux mensonges qui nous sont adressés à chaque fois qu'on s'adresse à nous. Et quand je parlais, j'en termine par là, de politique contractuelle, c'est pas un mot barbare. C'est simplement dire, mettons nos politiques sous contrat puisqu'ils sont nos salariés, puisqu'ils sont payés sur des deniers publics. Il y a des contrats dans tous les domaines de la vie, des contrats de mariage, des contrats de travail, des contrats d'acquisition, des contrats de vente, des contrats de location. Il y a un seul domaine de la vie, c'est la politique, où il n'y a pas de contrat, où tu es élu. Je ne dis pas tu, toi, Fred, hein, mais les politiques sont élus sur un programme qui ne les engage pas. Et quand tu contestes ce point-là, on te répond « Ah oui, mais dans 5 ans, à la prochaine mandature, tu n'auras qu'à pas voter pour eux. » Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que nos politiques soient astreints à une probité absolue. C'est-à-dire, tu mets ton doigt dans le pot de confiture qui est les deniers publics, la ressource commune, tu dégages, tu disparais, tu es sanctionné, on te prend tout. Voilà ce que veulent beaucoup de nos concitoyens. Et je crois qu'on peut y arriver en unissant nos contestations. C'était ces fameuses contestations compatibles, mais je vous invite à trouver un autre vocable, si celui-là ne plaît pas, pour les contraindre à nous représenter d'une manière qui les oblige à respecter leur programme. Ouais, David, je voudrais quand même dire... Juste d'un mot, si tu me permets, Frédéric, ouais. Je crois qu'on devrait les inviter, là pour la peine vous inviter, Frédéric, puisque tu es législateur aujourd'hui, à gouverner sur un peu moins de sujets, s'assurer que les quelques sujets sur lesquels on tolère qu'ils gouvernent, ils les prennent en charge de manière qui les oblige, et le reste se démerder tout seul parce qu'on y arrive hyper bien. Et l'étincelle de cette crise va nous montrer, je crois, qu'on a beaucoup moins besoin d'eux que ce qu'ils nous font croire. Pardon, Frédéric, je t'ai coupé pendant... Non, c'est parce que justement, je voulais réagir à ce que tu disais. Le seul avantage, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas changer le système à l'intérieur, mais l'avantage un peu à l'intérieur du système, c'est quand même de comprendre justement ce qui ne fonctionne pas. Or, justement, par rapport à ce que tu dis, ce n'est pas complètement ça qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est vraiment la cinquième. C'est-à-dire que, alors on parle de séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. On oublie d'ailleurs une chose, c'est qu'on ne parle jamais de cet endroit qui s'appelle l'Élysée. On est dans une 5e République où il y a un président qui a des pouvoirs énormes. Aucun président ou chef de gouvernement européen n'a autant de pouvoir que lui. Il en a même plus que le président américain. Cet endroit-là, il n'y a aucun contre-pouvoir. Aucun contre-pouvoir. Les trois autres pouvoirs, entre guillemets, s'équilibrent. Le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée. On peut interpeller les ministres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, moi, c'est à la suite de ça aussi que je suis partie. Parce que j'ai vu que, puisqu'on parle d'exemplarité, je suis partie en me disant on ne peut pas faire de la politique ou proposer des choses si on n'est pas exemplaire. Et dans l'affaire Benalla, ce qui était impressionnant, c'est de voir tous les dysfonctionnements de cet endroit-là, qui s'appelait l'Élysée, qui, quand Emmanuel Macron a dit « venez me chercher », tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas aller le chercher. Et ce qui était terrifiant, c'est de voir à quel point il n'y a absolument aucun contre-pouvoir à un pouvoir absolu qui est aujourd'hui entre les mains, je le redis, une nouvelle fois, de 4 personnes. Et donc, quand on parle de députés et de la démocratie représentative, puisque elle est remise en cause, et souvent sur les plateaux télévisés, avec des gilets jaunes, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est que c'est l'intérêt du gouvernement, d'ailleurs, d'opposer la démocratie représentative et la démocratie participative, comme ça au moins on les oppose entre eux, alors qu'il faut absolument que ces deux pouvoirs puissent exister. Et le pouvoir de la démocratie représentative, pourquoi il ne peut pas représenter les gens ? Il ne peut pas les représenter puisque son pouvoir est renié. Écoutez, sincèrement, aujourd'hui, même si on veut appliquer un certain nombre de choses, comment on fait ? Puisque de toute façon, on n'a aucun pouvoir. C'est le gouvernement qui décide de tout, avec une majorité élue avec 314 députés.
Et donc, de toute façon, quand vous péniblement, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, on passe de 9 heures à minuit dans l'hémicycle pour défendre un certain nombre de choses, péniblement, on va avoir un amendement, on appelle rapport, qui va être adopté, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire un rapport sur un sujet. Et là, on est content, parce qu'on a un amendement qui a été adopté. On n'a aucun pouvoir de pouvoir justement mettre en place ce pour quoi on a été élu. Et pourquoi j'ai quitté, moi, La République En Marche? C'est parce que justement, Emmanuel Macron s'est éloigné de ses promesses. En fait, rester député En Marche de la majorité, c'était ne pas respecter mes engagements auprès de mes électeurs. On avait parlé de bienveillance, on avait parlé de démocratie participative, on avait parlé justement d'expérimentation, de partir du terrain. Et en fait, Emmanuel Macron, quand il est arrivé, dès qu'il a été élu, il a mis en place le système inverse. C'est-à-dire, je décide et vous exécutez. Et les députés de la majorité sont devenus la courroie de transmission, non pas du programme présidentiel, mais de la pire technocratie qu'on ait pu... je veux dire, c'était... Je pense que les autres années, il y avait évidemment une forme de technocratie au pouvoir, mais il y avait quand même un minimum de contre-pouvoir parce qu'il y avait des grands élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui pesaient. Mais alors là, vous êtes en face d'une matrice qui a décidé de... Moi, j'appelle ça une idéologie. Alors, ce n'est pas une idéologie de droite, mais une idéologie de gauche, une idéologie de la transformation. Donc, il faut couper, fusionner, mutualiser. Voilà, ils passaient leur temps à faire ça. Et on a vu ce que ça a donné dans le système de la santé, on a vu ce que ça allait donner sur le système des retraites, puisque moi, je n'étais pas contre un système de réforme à points, effectivement, mais en tenant compte de la pénibilité et des spécificités. Et puis là, on avait effectivement un système uniforme. C'est-à-dire on a une matrice idéologique, technocratique au pouvoir. Il n'y a plus de politique au pouvoir, en fait. Et les ministres, si vous les avez vus, ils sont tous abîmés. Ils pouvaient être intéressants au départ. Regardez Agnès Buzyn, elle a quand même fini de manière juste pathétique. Parce qu'une ministre qui nous explique qu'elle est partie alors qu'elle savait qu'elle allait avoir des milliers de morts pour prendre la tête d'une liste municipale, c'est quand même énorme. On assiste aujourd'hui, je finis juste là-dessus, parce que ça, que vous en soyez conscient, c'est qu'on assiste aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que dans le système, c'est compliqué de résister, c'est qu'il n'y a plus aucune résistance. Les députés, ils sont prêts à tout pour pouvoir exister, c'est-à-dire exister quand on est député, c'est avoir un rapport ou être nommé quelque part. Pour avoir un rapport ou pour être nommé quelque part, il faut faire ce que vous demande le gouvernement, sinon vous n'avez rien. Moi, on m'a dit on ne récompense pas une frondeuse juste parce que j'avais remis en cause la suppression d'une chaîne pour enfants dans le service public, qu'aujourd'hui on va remettre, c'est-à-dire il faut qu'il y ait effectivement la crise du coronavirus pour qu'on se dise que c'est peut-être intelligent d'avoir une chaîne pour enfants. On m'a dit que j'étais une frondeuse, vous voyez quand même le niveau de la fronde, hein, et qu'on ne récompensait pas une frondeuse. Et moi j'ai vu des députés revenir sur des décisions, revenir sur leur vote parce qu'un ministre leur disait plus bonjour. On est dans un phénomène de cours en France quand même. Mais c'est vraiment ça. Frédéric, pardonne-moi de te couper pour la brutalité de mon propos qui vient, et tu sais que tu ne dois pas le prendre personnellement, mais vous ne servez à rien. Je m'explique. Je l'ai dit moi-même, hein, donc ça ne me gêne pas. Tu as au moins une utilité qui est celle de témoigner de ce qui est en train de se passer, mais sauf erreur de ma part, le coût de fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est 565 millions d'euros. Je le redis, 565 millions d'euros, ça veut dire un demi-milliard d'euros. À ceci s'ajoute le coût du Sénat, 320 millions d'euros. On est quasiment à 1 milliard d'euros de fonctionnement annuel pour ces deux institutions, c'est-à-dire pour tenir l'illusion du bicamérisme, donc des deux chambres, qui viendraient être des preuves d'une existence démocratique. Et tu nous dis 4 personnes tiennent le pouvoir. Il y a un moment où nous, on doit se saisir de ça. Oui, mais je voulais juste te dire, David, c'est que si tu dis, là, je ne parle pas pour moi, hein, puisque je vous ai expliqué qu'effectivement, on était empêchés impuissants. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on sert à quelque chose, entre guillemets. Je dis juste que si jamais on fait du juste député ou sénateur bashing, on fait exactement ce que veut aujourd'hui le président. Le président aujourd'hui va avoir un contact direct avec les citoyens et dit moi je parle aux citoyens. Alors maintenant il a compris que les maires servaient à quelque chose. Alors il se sert vaguement des maires. D'ailleurs pour faire de la logistique. Hein, pendant le grand débat c'était pour occuper des salles. Les maires ils donnaient des salles et puis là maintenant il va s'en servir pour distribuer des masques. C'est quand même ça.
c'est quand même sa conception du maire. C'est-à-dire, il n'est pas venu demander au maire ce qu'il pensait de comment on pouvait déconfiner pour les écoles. Ça leur est pas venu à l'idée. Enfin, de passer par les maires pour distribuer des masques et puis les rendre responsables d'un mauvais déconfinement, à mon avis, c'est vers ça qu'on va, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, il n'est jamais responsable. Hein. À chaque fois, c'est les autres qui sont responsables. Je dis juste que il ne faut pas remettre en cause la démocratie représentative, même si effectivement elle a ses limites. Il faut remettre en cause le fait qu'il n'y ait pas assez de contre-pouvoir. Pour moi, il y aura dans une démocratie, puis on est dans un monde où il y a entre guillemets des choses positives et des choses négatives, donc il n'y aura pas de système parfait. Donc pour moi, le meilleur système, c'est celui qui organise des contre-pouvoirs. Il n'y a aucun des pouvoirs n'est en soi un bon pouvoir, parfait. Non. Mais s'il y a suffisamment de contre-pouvoirs pour pouvoir justement obliger tous ceux qui ont du pouvoir à se remettre en cause un minimum, on voit des pays, les Pays-Bas, là, on conteste beaucoup les Pays-Bas parce que soi-disant ils ne sont pas solidaires. Mais c'est juste ridicule. C'est pas qu'ils ne sont pas solidaires, ils ont même proposé de faire des dons et des subventions au lieu de faire des prêts. Mais eux, ils ont une démocratie comme en Allemagne, où en fait le Parlement sert à quelque chose et où ils n'ont pas des majorités excessives. Ils sont obligés de trouver des coalitions. Et cette obligation de travailler avec les autres, ça les oblige évidemment à accepter la pensée et la conception de l'autre. Donc, en France, on est convaincu que quand on a gagné, on peut écraser tout le monde et ne plus jamais parler aux autres. Donc en fait, ce n'est pas en soi le député ou le sénateur qui ne va pas. C'est le fait qu'il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Il n'y en a plus. Non, pardon, Fred, c'est le fait qu'il n'a pas de pouvoir. C'est pas juste d'un mot, si vous me permettez, c'est le fait qu'il n'a pas de pouvoir. Tu disais le problème, la cinquième. Mais la Constitution telle qu'elle est rédigée, elle a deux trous. Elle est rédigée par le général de Gaulle. Quels sont les trous? C'est que les rédacteurs de la Cinquième République n'ont pas envisagé deux options. La première, ça serait que le président puisse être lâche, parce que de Gaulle, manifestement, ne l'était pas, on peut dire beaucoup de choses, mais pas celle-là, et qu'il ne pouvait pas être malhonnête non plus. Ça, c'est ce qui n'a pas été envisagé. Et dans tout ce qu'on dit là, et notamment avec ce témoignage d'un grand courage que député de la nation, Ah, il n'y a que moi ou on a perdu David? Non, on a perdu David. Hein. Ouais. D'accord. Erwan, tu voulais réagir. Alexandre, après, on va prendre les questions des gens parce que le temps passe, c'est passionnant. On pourrait en parler des heures. Erwan? Alors, moi, avant d'être sociologue, j'ai fait des études de sciences politiques en Belgique et pas en France. Je connais un petit peu le système européen, français et belge. Je vous cache pas qu'un gouvernement belge, il y en a pas pendant des dizaines et des centaines de jours régulièrement, parce que le système que Frédéric vantait, un système d'équilibre entre différents partis, la partitocratie, ça s'appelle en sciences politiques, n'a pas que des vertus. Elle a aussi de gros. Bien sûr. En Belgique et dans pas mal d'autres pays en ce moment. On peut éventuellement penser au Brésil ou à l'Inde, qui est le pays le plus fasciste et soi-disant la plus grande démocratie du monde aujourd'hui. Mais comme on regarde beaucoup ce qui se passe en France, évidemment, on se regarde beaucoup ce petit nombril. Là où je rebondis légèrement, il est vrai qu'il y a, au niveau municipal notamment, il se trouve que moi, dans mon métier, j'accompagne des candidats et des élus. J'ai notamment accompagné le maire de Grenoble actuel, le seul maire d'une grande ville qui soit écologiste et qui ait déclaré sa ville en transition. Donc on a fait une campagne pour cela. On a ensuite mis tout en place un certain nombre de choses. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ça, et la question du local et du national et du global, première chose, quand je dis que la contestation compatible me semble être une marche, mais que, de mon point de vue, ce qui définit une attitude politique n'est pas une posture, mais une action, je vais plus loin. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que il n'y aura pas de reprise de la puissance face au pouvoir, parce qu'en gros, le pouvoir politique est censé incarner le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Et en face, on a la puissance, ce qu'on appelle le peuple. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire le peuple. Je suis désolé, j'ai travaillé longtemps sur la question du Front National. Ils ont un peuple, ce n'est pas forcément exactement le même dont on parle ici aujourd'hui. Et donc, la rénovation de cette forme de puissance par des biais divers ne peut pas passer par l'affirmation du fait simple qu'on a une posture qui est la bonne et que quand même, si ces gouvernements étaient un peu moins idiots, ils nous écouteraient et ils feraient ce qu'on leur dit, ou bien sinon, c'est nous qui allons le faire, ce qui a été dit tout à l'heure pour les Gilets jaunes.
je suis désolé, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je ne connais personne qui voulait que les Gilets jaunes prennent le pouvoir. Je reconnais plein de gens qui disaient les Gilets jaunes posent une bonne question, mais ça ne propose pas une forme de puissance qui puisse devenir un pouvoir. Et c'est deux choses extrêmement très différentes. Hein. La question de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qu'on connaît bien tous les deux. Moi, du côté des rédacteurs du rapport qui ont fait en sorte que Notre-Dame-des-Landes soit arrêtée, et toi, j'ai cru comprendre du côté de... J'y suis allé aussi assez régulièrement puisque j'ai été activiste dans ma jeunesse et que j'ai décidé de ne plus l'être aussi pour ces raisons qui sont qu'à un moment donné, je pense que être activiste est absolument nécessaire et je reconnais ça. Les colères peuvent être saines, comme disait Ségolène Royal, elles ne sont pas du tout suffisantes. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je pense qu'il n'y aura pas d'alliance du RN à la France insoumise. Ou alors s'il y en a une, je crois que je quitterai le pays pour d'autres raisons, tout comme je pense qu'on parle pas du tout de ça, Erwan. Je pense que c'est pas du tout ça. Oui, mais derrière ce que vous dites, il y a ça. Non. Alors là, moi, je suis pas du tout d'accord avec. Il y a potentiellement ça. C'est-à-dire le peuple français qui se lèverait contre ses dirigeants. Aujourd'hui, les deux partis politiques capables de récupérer cette idée-là s'appellent le Rassemblement et la France insoumise. Mais voilà. Moi, je fais de la science politique et j'observe. Donc. Non, moi, je voudrais vraiment réagir parce que là, c'est transformé. C'est transformé. Très rapidement, parce que... De la même façon que... mais Grégory, là, c'est transformé ce qu'on a dit. Moi, je veux bien que chacun s'exprime. Non, je ne transforme pas. Je dis juste, attention quand vous dites des choses, que vous réinventez la politique. Il y a alors, est-ce que je peux... Alors, puisque je vais faire attention, qui vont vous dire, je vais redire... attention à ça, il n'y a pas de non-provenance d'idées politiques. Elles proviennent toujours de quelque part. Ça fait des milliers d'années qu'on pense la politique. Il y a plein de gens qui l'ont pensé bien avant nous. Est-ce que vous acceptez que éventuellement vous n'avez pas perçu ce qu'on a voulu dire? Parce que là, vous êtes en train oui, peut-être. Je pose juste des petites choses qui permettent d'avancer dans ce qui... ce n'est pas les postures qui feront une majorité d'idées et qui feront changer les choses. C'est ça que Alors moi, je voudrais juste répondre parce que la chose la plus dure, c'est de se faire. Non, mais la chose la plus dure, c'est de se faire. Voilà. Mais la chose la plus difficile. Et le registre d'action dans lequel vous êtes. Et le registre d'action dans lequel vous êtes, vous, personnellement, ou vous, collectivement, définit beaucoup plus ce qui est possible en termes de puissance, de reprise sur nos vies, que tous les discours qui, comme ça a été très bien dit, Édouard Philippe, par exemple. Moi, j'ai bien connu des gens comme... J'ai même travaillé avec des gens comme François de Rugy ou Nicolas Hulot. Entre les deux, on voit bien que dans le registre de l'action, ils font pas la même chose. D'accord? Donc voilà, je dis juste, première chose, nous avons des registres d'action et je pense que c'était aussi ce que Notre-Dame-des-Landes nous a appris. Je vais juste finir et après, si vous voulez bien, Frédéric, vous pouvez réagir. Bah oui, mais c'est bien de ne pas déformer mes propos quand même. Je ne parlais pas de vos propos, je disais juste, quand on appelle à ce que le peuple se rebelle contre les élites et le gouvernement... Est-ce qu'on a dit ça? On a dit ça? Je l'ai entendu. Peut-être que j'ai mal interprété. Bon, alors, je voudrais juste préciser parce que c'est quand même... Je vais finir mon propos et je vous laisserai tout à fait préciser derrière. Donc, première chose, définissons des registres d'action, comme à Notre-Dame-des-Landes, comme à Grenoble, comme dans les endroits, les régions où ça se passe et où les gens font autrement. Ils définissent d'abord des registres d'action et pas des colères et pas juste des indignations. Ça, c'est mon premier point. L'indignation, moi, je l'ai vu à l'œuvre dans des pays comme l'Inde, au Brésil, et je travaillais avec un laboratoire qui a travaillé sur les gilets jaunes et sur les mouvements climat. On a vu les facteurs et les registres d'indignation. Ils ne mènent pas forcément à ce que on pourrait espérer ici dans cette discussion. C'est mon premier point. Donc, je préfère travailler sur des registres d'action, c'est-à-dire proposer un certain nombre, de visions de ce qui serait possible dans ce monde, même avec Emmanuel Macron comme président de la République, parce que je vais poser juste une question simple, et qui bloque tout le pays depuis 5 ans, vous mettez qui à la place? Parce que c'est bien gentil, là. Non, mais on peut vous répondre. Donc ça bloque beaucoup de choses. Donc je dis juste... Oui. Donc, voilà. Je dis juste, on ne part que sur des registres d'action parce que sinon, on risque de rentrer dans une autre façon de voir le monde qui est « je suis indigné, donc faut tout mettre à terre ». Et je pense qu'on prend plus de risques qu'on ne fait de choses. Et deuxième chose, pour régler les véritables problèmes que sont, par exemple, la crise climatique et la crise des ressources, qui me semble beaucoup plus important que de savoir si on dépense plus ou moins pour l'Assemblée nationale. Je le dis un peu de façon provocante, mais parce que j'ai aussi travaillé sur ces questions-là quand j'étais activiste. Je pense qu'il faut en effet des majorités d'idées, d'actions et des comportements et des attitudes qui vont avec ces majorités d'idées et d'actions. Et donc, je crois plus aujourd'hui à l'invention de monde en parallèle de celui
dont on parle depuis le début, à savoir le monde politique et économique, qui force le monde économique et politique à évoluer. Je crois beaucoup plus à cela qu'au fait simplement de faire un bras de fer avec le pouvoir quand on n'est qu'une puissance potentielle et qu'on n'est pas en fait ni dans le pouvoir parce qu'on n'a pas de parti politique, ni dans la puissance parce qu'on n'est pas un mouvement social capable de renverser le pouvoir. Voilà. Bon, Grégory, je voulais juste 30 secondes réagir parce que c'est vrai que c'est très, très difficile de voir instrumentaliser ce qu'on a dit dans un sens qui n'est pas du tout ce qu'on a dit. Donc, je me permets au moins de parler pour moi. Je n'ai, en tout cas, moi, jamais. Je trouvais intéressant dans ce qu'a dit David, c'est que la seule chose qu'on peut pas nier, c'est ce que ressentent les gens. On ne peut pas nier la colère que ont certaines personnes, l'incompréhension, etc. C'est comme, j'allais dire, avec ses enfants, si vous avez un enfant qui vous dit j'ai mal ou je suis en colère, vous pouvez toujours lui dire t'as tort. Si vous ne l'écoutez pas, on ne peut pas avancer. Donc moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que disait David, c'était pas, j'ai jamais proposé et je n'ai jamais cru à des partis politiques qui se mettraient ensemble, et d'ailleurs même l'union de la gauche, ou je sais pas, tout ça, moi, j'y ai jamais cru. Je dis juste que d'écouter ce que les gens expriment, comme ceux qui ont voulu exprimer des choses sur les ronds-points, avant effectivement qu'il y ait une instrumentalisation par certains qui abîment ce mouvement, d'écouter et de tenir compte. C'est ça, je trouve, quand on parle de contestations qui se mettent ensemble, c'est de tenir compte de ce que expriment les gens, de ne pas leur reprocher, comme effectivement j'ai vu beaucoup de gens leur reprocher, oh, bah, ils sont incapables de s'organiser, donc de toute façon tout ça sert à rien. Non, les Gilets jaunes n'ont pas à s'organiser. On a, je pense, quand on est, en tout cas à ma place, à les écouter, pour entendre ce qu'ils veulent dire, pour proposer des solutions. C'est pour ça que je dis, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas être dans l'action. Moi, j'ai toujours été une femme d'action, donc c'est la dernière personne à qui vous pouvez dire ça. J'ai toujours plutôt été dans l'action. Je dis juste que pour être dans l'action, il faut partir, il faut écouter ce que les gens disent et pouvoir écouter que ça soit dit par, et c'est pour ça que je dis par un France Insoumise ou par un LR, parce que là, vous parlez d'où vous êtes et vous avez raison. Mais quand on est à l'Assemblée et qu'on entend que les gens ne peuvent pas se parler juste parce qu'ils ont une étiquette politique, parce qu'ils ne s'écoutent plus, parce qu'ils ne voient juste que l'étiquette politique, c'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut faire exploser ça. Après, les gens, ils peuvent continuer à être France Insoumise ou LR, ils peuvent continuer à être de droite ou de gauche, ça, je m'en fiche. Je dis juste que pour pouvoir avancer aujourd'hui, il faut quand même reconnaître ce qui est problématique, surtout quand les gens n'ont pas d'outils, de puissance pour pouvoir faire des choses, les écouter et ensuite passer exactement à ce que vous avez proposé au mode solution et mettre les solutions évidemment ensemble. Mais la contestation, si c'est juste la contestation, elle n'a aucun intérêt. C'est juste de comprendre l'autre, même quand on n'a pas la même étiquette politique ou quand on ne pense pas pareil. Je pense que si on arrivait à faire ça, sur un plan purement humain déjà, je pense qu'on aurait fait un grand pas pour pouvoir ensuite venir proposer des choses. On ne peut pas agir si on ne s'est pas compris. Voilà, c'est ça. Merci Frédéric. Je pense qu'on a tout compris. Je pense que, en gros, on est d'accord. Merci beaucoup pour cette première partie. On va essayer de répondre au maximum de questions. Les gens qui sont en direct, Pierre. Oui, on a eu quelques questions, donc je vais reprendre les premières qui ont été posées. Donc il y a eu cette question de Mathias que je vais vous lire. Donc il disait, pour moi, la question fondamentale, c'est comment on fait pour vivre depuis l'extérieur du système, parce que l'on vit économiquement, soit de paiements privés, souvent libéraux écocides, soit de subventions politiques publiques. Donc comment fait-on pour en dehors du système ? Moi, je pense que c'est ce qu'il faut pas faire. C'est la stratégie du choc. Il pousse les gens à ne pas voter. Il nous dégoûte de la politique. Il nous dégoûte de cet argent. C'est le nôtre. On a payé des impôts. Les infrastructures sont à nous. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont les adversaires. Aujourd'hui, les Français, les humains doivent se battre pour préserver la possibilité d'habiter cette planète pour nous et pour toutes les autres formes de vie contre les politiques et contre les entreprises qui ont le pouvoir. On peut pas leur abandonner le pognon, on peut pas leur abandonner le pouvoir. Il faut pas partir à la cambrousse faire pousser des choux. Il faut bien sûr se créer des espaces de résilience à la campagne et cultiver, mais il faut aussi aller affronter ce système et exiger de reprendre ce pouvoir qui est le nôtre. Traditionnellement, historiquement, on considère que les révolutions ou les révoltes ne sont pas le fait forcément du peuple en lui-même, mais de la capacité d'une élite non advenue, une élite qu'on appelle secondaire, sociologiquement, c'est-à-dire des gens qui ont un bon niveau d'éducation à synthétiser et à mettre en argumentaire et en proposition d'action un certain nombre de choses. Donc pour donner une réponse, il ne s'agit pas en effet, comme ça a été très bien dit, de se mettre hors du système absolument,
Il s'agit de créer à côté du système et avec les ressources que le système permet. Il en permet un certain nombre quand même, il en laisse disponible un certain nombre dans les localités, dans les territoires, mais aussi dans un certain nombre d'endroits. On sait que c'est chez les professeurs, par exemple, qu'on a beaucoup de contestations. Ce sont des gens qui ont un salaire, et heureusement. Donc il faut être capable d'utiliser à la fois ce que le système promeut, permet, et qui en effet nous appartient collectivement, ça a été très bien dit, pour le transformer. Et c'est là que, en fait, se joue ce qu'on appelle le judo politique, l'aïkido politique. C'est transformer la force d'un système pour le faire tomber plus fortement encore, en utilisant sa propre force parce qu'il vous pousse dessus. Et le judo politique, c'est ça. C'est utiliser la force du plus gros, de celui qui a le plus de poids, le plus de pouvoir, le plus de médias, pour à un moment le faire chuter. Ça nécessite, en effet, quelque chose qu'on appelle une forme d'intelligence du système. Il faut le comprendre parfaitement bien, être capable d'en jouer pour le subvertir au beau sens du terme. En tout cas, c'est ce que font les minorités actives. Si tu me permets, Arwan, je pense que ce paradigme peut être renversé assez facilement. Je veux dire, qui a le plus de pouvoir, qui a le plus d'argent? Je pense que c'est nous. Je pense que c'est nous si on est capable de pousser dans le même sens. Nous sommes des consommateurs, nous sommes des citoyens, nous sommes des payeurs d'impôts, nous sommes des pourvoyeurs de fonds. Et aujourd'hui, on est en train de nous expliquer que des mesures sont prises, ce qu'en réalité elles ne sont pas. Je vous donne juste un exemple. J'ai eu à travailler cet après-midi sur le cas d'un restaurateur qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il est en province, qui a demandé un prêt garanti par l'État et qui s'est vu refuser ce prêt pour le simple motif que son bilan est négatif de 2 800 euros. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a payé toutes ses charges, qu'il a payé tous ses salariés, qu'il n'a aucun crédit, qu'il n'a aucune dette sociale à l'égard des organismes sociaux, il a un bilan qui est négatif de 2 800 euros. Et il est automatiquement rejeté par le système, qui est donc un algorithme, c'est ce qu'on comprend, puisqu'il a soumis sa demande et on lui a répondu « non, vous n'êtes pas éligible ». Donc ça veut dire que cette société qui fait vivre un couple et 3 ou 4 salariés, je mets tout le détail, va crever parce que on nous a chacun individualisé, non pas dans le bon sens du terme, mais on nous a traités en masse en individualisant dossier par dossier et en les faisant traiter par des algorithmes. C'est ça que l'on doit combattre. Parce que la force, elle est chez nous à partir du moment où nous allons dans le même sens. Et aller dans le même sens, ça peut vouloir dire simplement exiger un respect strict de la loi pour tous et de la Constitution qui est plutôt bien foutue quand elle n'est pas dévoyée. Tout ce que dit Frédéric Dumas en sa qualité de député et en parlant de sa fenêtre, je ne sais pas si tu es toujours là, Frédéric, Ouais. Ça ne devrait pas, on ne devrait pas entendre une députée dire ça. Elle devrait nous dire oui, on a une utilité. On en est à se dire on doit créer d'autres contre-pouvoirs en plus de l'Assemblée nationale. Mais on est dans un régime qui est la 5e République, avec une constitution qui est solide, qui, si elle était strictement appliquée, donnerait aux législateurs, elle est l'une des 577, le pouvoir de fabriquer la loi et non pas de suivre la volonté de 4 personnages, comme elle le dit. Mais vous savez, il y a quand même quelque chose d'encore plus terrible, c'est que on n'est pas là pour. Non, mais je le dis sincèrement, on n'est pas là déjà pour écrire la loi, puisque la plupart des lois, c'est des projets de loi qui émanent du gouvernement. Et nos propositions de loi, on a des niches, comme on appelle. Et puis alors, je peux vous dire dans quel état elles arrivent à la fin. Elles ont été totalement vidées de leur substance. Mais le pire, ce qui m'a le plus étonné, parce qu'on nous a dit, finalement, c'est pas grave si vous écrivez pas la loi. Bon, ok. Mais vous allez contrôler l'action du gouvernement. Et donc, je me suis dit, bon, c'est très bien, on a au moins une action de contrôle. Et alors là, c'est là où c'est absolument effroyable. On ne contrôle absolument rien, mais parce que c'est un vrai problème de logiciel. Ça, je suis d'accord avec les analyses sociologiques. C'est pas que nos dirigeants, c'est aussi parce que il y a un logiciel en France qui ne supporte pas l'évaluation et le contrôle et l'expérimentation, l'évaluation et le contrôle. Donc chaque fois qu'on veut évaluer quelque chose, juste pour savoir si ça fonctionne, c'est pas pour donner des mauvais ou des bons points aux gens. Il y a une espèce de recul comme ça qui font non. Et donc les contrôles, c'est fait pour aller justifier qu'on avait raison de faire quelque chose. Et dès que vous proposez des outils, c'est pour ça que je parle tout le temps de contre-pouvoir et de différents outils, comme il n'y a aucun contre-pouvoir parfait, il faut qu'il y en ait plusieurs. Et les outils de contrôle et d'évaluation devraient en être. Et on n'y arrive pas. Moi, j'ai quand même des ministres qui m'ont dit
le Premier ministre lui-même, le ministre du Budget, qui m'ont dit de toute façon, on n'arrive rien à contrôler, donc il vaut mieux qu'on vende. Alors, donc une idée, on vend, mais ça m'a été dit, on ne contrôle pas, donc on va vendre nos participations parce qu'on ne contrôle pas. Et je leur ai dit, mais vous savez, on peut mettre en place des outils d'évaluation et de contrôle, il suffit il faut un peu réfléchir, un peu les penser, et puis un peu le vouloir. Et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas de volonté non plus, parce qu'en fait, finalement, quand par exemple, ils avaient fait des coupes budgétaires et qu'il fallait que l'organisme se débrouille, ils préfèrent que ce soit l'organisme qui se débrouille pour les faire, parce que c'est quand même pas si simple à faire, et donc en gros, on balance le truc, on va même pas voir où ça atterrit. Moi, j'avais fait un travail avec la Cour des comptes qui montrait que quand on faisait des rabots budgétaires et de la fusion, ça coûtait plus cher et on n'avait pas réorganisé et transformé. Parce que c'est du travail de réorganiser et de transformer. Et donc tout ça, c'est un logiciel. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec l'idée d'aller prendre en dehors de ces systèmes-là parce qu'il y a beaucoup quand même il y a beaucoup d'innovations dans la société. Et si on fédère les innovations dans la société, franchement, ça peut être une force énorme pour contrer ce système-là. Sauf qu'il faut arriver à faire ces réseaux. Et moi, je suis en train d'en construire un. Je sais que d'autres en construisent. Grégory en construit un. David, je sais que tu en construis un. Je pense que c'est dans le logiciel aussi qu'a présenté Erwan. Donc, je pense que c'est toutes ces... Alors là, c'est les fameuses solutions. On va pas en trouver... on les trouvera pas tous tout seuls. Mais acceptons que chacun mette en place une espèce d'univers et que tous ces univers se relient entre eux. Et ce ne sera pas un projet politique au sens de la contestation, comme effectivement ça a été dit, ce qui est vrai, ça ne sert à rien de contester si on n'arrive pas avec des solutions. Mais, et c'est pour ça que je tiens à ce qu'il n'y ait pas d'étiquette politique, parce que ces univers qu'on mettrait ensemble pour former une espèce de toile d'araignée, et on s'en fiche des étiquettes politiques entre nous. Quand vous êtes dans une entreprise, une société, vous n'allez pas demander à celui avec qui vous travaillez s'il est de gauche ou de droite, et vous allez lui dire, tiens, je ne travaille pas avec toi parce que tu n'es pas de gauche ou pas de droite. Donc, je pense qu'il y a, pour revenir j'ai vu qu'il y avait des questions qui disaient, vous critiquez mais vous ne proposez pas de solutions, ils ont raison, mais je pense que tous ceux qui sont là, sont d'accord pour ont travaillé sur des solutions et sont d'accord pour se retrouver pour les agglomérer, et on ferait un virus, et ça serait un virus, mais un virus positif, quoi. Ça serait un virus qui viendrait dans toutes les petites alvéoles de la société pour pouvoir proposer des solutions. Ouais, après on se dit quand même que pour l'instant c'est pas suffisant, on est trop peu. Donc c'est ce côté-là aussi qui est les gens nous demandent souvent des actions, des solutions qui soient un peu miracles, et c'est difficile de répondre à ça. On a une question sinon pour carrément être plus dans l'attaque. Peut-on espérer un rassemblement massif et historique du peuple dans toutes ses composantes, qui a peur pour sa vie et celle de ses enfants, pour se soulever contre le pouvoir en place? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça ne prendra pas. Pardonne-moi. Moi, je pense que ça ne prendra pas ce tour-là, et je ne crois pas que Erwan va me dédire sur ce sujet-là. Je pense en revanche qu'il est temps d'instaurer ce que l'on pourrait appeler des vigies citoyennes pour aller contrôler le travail de nos gouvernants, qui est réalisé, je le redis, sous notre financement citoyen. Ça, c'est les impôts. Et à ce titre, je crois qu'il y a un acte de désobéissance, puisque les gens qui nous regardent demandent des solutions concrètes. Un acte de désobéissance qui pourrait être intéressant, c'est de retrancher du paiement d'un impôt, qui peut être la taxe foncière, qui peut être la taxe d'habitation, puis l'impôt sur le revenu, puisque maintenant il est prélevé à la source, le prix des masques que nous allons acheter. Ça, c'est un acte de désobéissance qui me semble tout à fait intéressant. Et alors que la France entière est en train de parler de commission d'enquête parlementaire, moi je crois que nous devrions essayer d'instaurer une commission d'enquête citoyenne. Parce que aujourd'hui, même si, comme vous, je regarde beaucoup les informations, je me documente autant que je peux pour m'efforcer de comprendre ce qui nous arrive avec cette crise du Covid, je n'en connais pas l'origine, je n'en connais pas les contours et je n'en connais toujours pas les conséquences. Et selon qu'il s'agisse d'un virus échappé d'un laboratoire P4 que nous découvrons à Wuhan, ou selon qu'il s'agisse d'un marché où le vivant aura été négligé ou aura été piétiné et où on aura
savamment mis en contact des animaux sauvages qui ne sont pas fabriqués par la nature pour être consommés avec des concentrations humaines extraordinaires fabriquant des virus. Je me permets quand même de rappeler que la plupart des derniers virus, et je crois pas, enfin je suis pas virologue ni épidémiologiste, mais il me semble avoir compris de ce que j'ai lu que la plupart des derniers virus majeurs, importants, qui ont eu à affecter la planète, en dehors d'Ebola, proviennent de Chine. Ça pose quand même, sans vouloir montrer du doigt, sans vouloir stigmatiser, sans vouloir toutes ces conneries, parce que c'est pas mon logiciel à moi, je reprends le terme employé par Frédéric tout à l'heure, logiciel, ça pose quand même la question de comment on traite le vivant, comment on se comporte à l'endroit de la nature, comment on se comporte à l'endroit des animaux, et quelles sont les conséquences. Et la dernière question qui me semble importante dans ce développement kéronien, c'est quand est-ce que nous en prendrons une leçon, quand est-ce que nous tirerons une leçon de cela. Donc tu vois, l'instauration de vigie citoyenne pour contrôler le travail de nos aimables gouvernants, leur demander d'un peu moins nous mépriser, d'un peu moins nous culpabiliser, d'un peu moins nous... je ne reprends pas le développement sur la culpabilisation, mais les propos du préfet allemand, ceux qui sont aujourd'hui en réanimation, sont ceux qui ont violé le confinement hier. Mais merde. Moi, je connais quelqu'un qui a été en réa et qui, Dieu merci, s'en est sorti, qui n'a pas violé le confinement. Je connais aussi des gens, parce qu'ils m'appellent en tant qu'avocat pour déposer des plaintes pénales, qui tenaient des bureaux de vote, qui ensuite de cela ont strictement respecté le confinement, qui ont été infectés et qui ont infecté leur famille. Et ces gens-là veulent aujourd'hui déposer plainte et je crois qu'ils ont raison. Il est sans doute trop tôt pour le faire, mais je crois qu'ils ont raison de vouloir se comporter ainsi. Donc, et le dernier point, c'est de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas nos parents, cessez de nous infantiliser. Dites-nous la vérité. Par exemple, un président de la République qui viendrait nous dire, bon écoutez, on n'a pas vu arriver parce que personne n'a vu arriver, ça on l'entend, mais on arrête de vous mentir. On n'a pas commandé de masque. Ou la doctrine médicale ne sait pas aujourd'hui s'il faut que vous en mettiez ou pas. Ou on est à poil sur les solutions. Ça le rendrait respectable. Mais venir faire une juxtaposition de mauvaise poésie, de mauvais larmoiement, pour nous culpabiliser in fine, c'est absolument intolérable. Sur ce point, je veux bien rebondir très rapidement. En effet, il y a quelque chose de très très théâtral dans la façon dont tout ça a été géré, dont ce président est particulièrement théâtral, et je crois qu'on arrive au bout d'un principe. Pour répondre à la question très rapidement, je ne crois pas qu'il y ait un mouvement de masse et un peuple qui se lève d'un seul coup, sinon dans quelque chose qui serait peut-être encore plus terrible que le mal lui-même, qui pourrait aller dans des choses, dans des proportions absolument terribles et terrifiantes. On le voit en Inde, quand le peuple se lève, c'est le peuple hindou et il tue des musulmans dans les quartiers et c'est par centaines et par centaines chaque soir. Donc voilà, je pense que par contre, il y a des solutions qu'aujourd'hui, nous commençons à tirer petit à petit. Je suis bien d'accord avec ce que a dit David. Les vigies citoyennes, ça me semble être une assez bonne idée. Je pense même que ça pourrait être institutionnalisé de façon plus efficace, notamment sous l'angle, ça a été dit tout à l'heure, du fait qu'on dépense beaucoup trop d'argent avec 3 chambres, parce qu'en fait, il y a l'Assemblée, le Sénat et, ça a été dit, le Conseil économique et social et environnemental. Il y a des propositions qui existent aujourd'hui, de faire en sorte que le Sénat et le Conseil économique soient scindés, soient fusionnés dans ce qu'on appellerait une chambre du futur, et on pourrait même dire non pas seulement une chambre du futur, mais une chambre démocratique. Par exemple, on pourrait dire que la Convention citoyenne sur le climat, qui n'avait qu'un petit objet, pourrait être permanente, qu'on aurait sans arrêt des gens qui seraient 150 ou 200 personnes qui seraient tirées au sort et qui viendraient pendant 1 an aider le législateur et le contrôler dans la mise en œuvre de ce que le législateur a dit et de ce que l'opinion publique veut, c'est-à-dire, oui, la crise climatique, oui, la crise des ressources. Et en effet, je crois que ça ferait aussi que on verrait que des gens tirés au sort peuvent être aussi intelligents, aussi intéressants et prendre des mesures aussi utiles que des gens qui ont fait un parcours, l'ENA, et puis ceci, et puis cela. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, pour finir, ça pourrait servir en effet et de vigie citoyenne parce qu'ils auraient le droit de demander au gouvernement de venir s'expliquer devant cette nouvelle chambre, qui serait la chambre du futur, et qui serait en gros la chambre qui représenterait non seulement le peuple, entre guillemets, actuel, mais le peuple de demain,
c'est-à-dire les générations futures, parce que c'est de ça dont on parle. Aujourd'hui, il faut des représentants des générations futures pour prendre de bonnes décisions pour le futur, et aussi, éventuellement, des représentants de ce qui n'est pas humain, ce que Bruno Latour et d'autres appellent le non-humain. Et oui, le coronavirus nous rappelle que tant qu'on ne tient pas compte du non-humain, on va tous mourir. Les zoonoses sont en effet responsables de plus de 60% des morts ces 20 ou 30 dernières années. Donc, si on ne prend pas ça en compte, donc là, il y a des propositions sur la table qui existent. Je pense que si la Convention citoyenne sur le climat est médiatiquement, intellectuellement et démocratiquement reprise et qu'on aide ces gens à dire voilà ce que nous, on veut mettre en œuvre aujourd'hui, ça peut être un bon exemple de ce qui pourrait se faire au niveau national et même au niveau local. À Grenoble, par exemple, et le maire a failli être réélu au premier tour en proposant qu'il y ait une convention citoyenne permanente sur différents sujets sur lesquels la municipalité et la métropole a à se prononcer. Je trouve que ce serait une forme démocratique beaucoup plus, je suis d'accord avec David, beaucoup plus mature et à laquelle on pourrait dire les choses vraiment. Et ce serait utile et nécessaire. Je viens de dire un mot aussi. Alors moi, c'est ce que j'essaye de provoquer. Donc je vois effectivement que 80% des gens veulent sauver les abeilles et pas voir des enfants dormir dehors. Comme tu le disais, Erwan, 80% des gens ont une conscience écologique. Et je pense que c'est pareil, la souffrance des enfants qui dorment à la rue en France, c'est quelque chose d'insupportable pour une immense majorité des Français. Et on n'arrive pas à réunir ce groupe-là. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est produire du sens. On voit bien qu'on tourne en rond, qu'on n'arrive pas à réinjecter du sens dans l'argent, dans le vivre ensemble, dans l'urbanisation. Tout est dysfonctionnel dans nos vies aujourd'hui. On a des potentiels qu'on n'a jamais eus. Et donc, comment provoquer cette convergence? Comment réunir ces personnes? C'est toute la question. Quelle lanterne allumée qui ferait marcher les gens dans une même direction, ou en tout cas se rencontrer, s'écouter et accepter des désaccords. Et bon, pour l'instant, en tout cas, je le vois pas se produire non plus. Mais j'ai lu Todd qui parle de l'exigence démocratique accrue des peuples éduqués, et donc je suis d'accord avec lui. Je sais pas si vous savez, mais quand des femmes accèdent à un niveau d'études du brevet des collèges, elles cessent de faire des enfants en nombre et elles font 2 enfants par foyer. Donc c'est mécanique. C'est dans tous les pays du monde et c'est des statistiques planétaires. Et pareil, quand les citoyens sont plus éduqués, ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'était la source de la révolution tunisienne notamment. Il y avait beaucoup de gens très éduqués qui comprenaient qu'ils vivaient dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec une démocratie. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Je crois que c'est quelque chose qui se passe à l'échelle de la planète. Il y a quand même une prise de conscience globale. Comme tu l'as dit, Erwan, on peut craindre des mouvements de foule, on peut craindre une hystérisation, une dérive totalitaire ou des pogroms. Enfin, des choses terribles sont à redouter. Elles ont lieu au Yémen et bien ailleurs. On les alimente parfois. Mais on est dans cette période charnière où, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est certain, c'est l'incertitude. Et le meilleur peut en sortir. C'est pas probable. Mais on est dans une période d'incertitude totale. Je me permets d'ajouter que du chaos naît l'ordre, selon la formule conseil. Merci beaucoup à vous 4. On a un petit peu dépassé. Désolé pour les questions qu'on n'a pas pu encore poser. Je vais vous demander à tous, en guise de conclusion, de nous donner une œuvre, un livre, un documentaire, une série que vous recommandez en période de confinement et une action phare. C'est ce qui est le plus important à développer, à transformer, à changer ou à arrêter une fois qu'on sera sorti de ce confinement. En essayant d'être le plus concret possible pour les gens qui nous regardent et qui veulent du concret. Frédéric, tu veux commencer ? Oui, je veux bien. En fait, moi, je voulais parler d'un livre. Alors, ce qui est particulier parce que il devait sortir. Et puis au dernier moment, tout a été stoppé. Et c'est le livre de Marc Échinger qui s'appelle L'homme qui en savait trop. Alors, Marc Échinger, c'est celui qui a fait tomber Anne Lauvergeon à Areva. Et en fait, puisque je voyais que finalement, ce qui remontait, c'était la vigie citoyenne et le lanceur d'alerte. En fait, je pense que les lanceurs d'alerte et tous ceux qui travaillent sur la corruption sont vraiment empêchés, et je pense que David peut en témoigner aussi. Marc Échinger, c'est quelqu'un d'incroyable qui a mené donc des enquêtes il était entre guillemets agent secret ou officier de liaison, donc sur la criminalité, sur le blanchiment et notamment sur Areva.
Et donc, bon, Anne Lauvergeon, il a fait tomber Anne Lauvergeon et Anne Lauvergeon a sorti son nom. Et donc, évidemment, maintenant, il ne peut plus travailler. Mais en tout cas, il a écrit un livre, L'homme qui en savait trop, qui est passionnant sur, effectivement, sa vie et tous ces systèmes-là. Je pense que le grand sujet, et c'est vrai que David en a parlé, c'est quand même la corruption. Parce que quand on parle, par exemple, aujourd'hui, d'aider d'envoyer des milliards aux pays africains, on sait qu'il y a à peu près 25 à 50 milliards de détournements par an de ces sommes-là. Donc il faut repenser, quand on parle de repenser le monde, il faut repenser aussi, il faut arrêter les dettes communes, tout ça, ça n'a d'intérêt que si on sait flécher où ça va et si ça atterrit vraiment sur les populations. Et après, tu veux que je dise en même temps l'action concrète ? L'action concrète, alors il y en a peut-être deux. Il y en a une qui va faire plaire à Alexandre, je pense. J'ai déposé une proposition de loi qui propose d'annuler le Charles de Gaulle Express. Parce que je pense que, après Notre-Dame-des-Landes, non, mais je pense qu'il y a des chantiers publics complètement hallucinants. C'est un truc qui coûte à la base 2 milliards, mais on sait que ça va en coûter 3 fois plus, qui est fait pour... c'est la liaison, vous savez, Roissy-Paris, qui est faite pour exactement 35 000 personnes, qui est une gabegie incroyable et qui va en plus détériorer totalement la modernisation du RER B et donc des transports au quotidien. Je pense que cette crise, elle aurait dû se reposer la question sur ces grands chantiers publics. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait la ministre des Transports, le ministre des Transports et Elisabeth Borne? Ils ont donné, pendant la crise, là, de nouveau le feu vert de continuer ce chantier. Voilà. Donc, moi, j'ai déposé une proposition de loi pour le supprimer. Et la deuxième proposition de loi sur laquelle je travaille concrètement, c'est aussi... Je pense, ça va aller dans le sens peut-être plus d'Erwan, là, de remettre en cause ce que nous a appris la crise, là, c'est que la bureaucratie et la technocratie a empêché beaucoup de choses de se faire. Et moi je pense que l'innovation technologique et l'expérimentation n'est pas permis dans notre pays parce qu'on a trop de blocages administratifs. Et là, je travaille sur une proposition de loi pour lever ces blocages parce que c'est parce qu'on ne peut pas expérimenter qu'on ne peut pas proposer non plus des solutions différentes puisqu'elles sont empêchées par tous ces blocages. Merci beaucoup Frédéric. Erwan, du coup, tu veux... Oui, je vais donc vous proposer quelque chose à lire qui est à la fois court, efficace, qui date de maintenant quelques années, mais qui est absolument d'actualité. C'est le livre de Bruno Latour, c'est un petit livre qui s'appelle « Où atterrir ». C'est un petit livre qui pose vraiment la situation globale dans laquelle on est. C'est un philosophe des sciences et un sociologue qui explique, voilà, on en est là parce qu'on n'a jamais vraiment été moderne, on n'a jamais vraiment réussi à penser vraiment la complexité, on en a parlé tout à l'heure, et il propose de se positionner comme ça. On est dans un avion, on ne sait pas à quel endroit on doit atterrir. Voilà, et pourquoi je propose ce livre, c'est aussi parce que c'est aussi une action désormais. Bruno Latour a, au début de la crise du Covid, fait un article qui est maintenant un peu célèbre, sur la nécessité de ne pas revenir à la normale, de penser tout de suite à, surtout, il ne faut pas revenir à la normale parce qu'on va refaire pile les mêmes erreurs en pire. Et donc, il propose à tout le monde, et je vous enjoins à le faire, et donc l'action, je vous propose d'aller sur Internet, de taper Bruno Latour, questionnaire, c'est sur AOC, voilà, et de remplir le questionnaire de 6 questions qui, en gros, vous demandent qu'est-ce que vous gardez d'avant le Covid, qu'est-ce que vous ne gardez pas d'avant le Covid, et qu'est-ce que vous transformez pour après. Et c'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai fait remplir à les fonctionnaires du ministère avec qui je travaille. C'est vraiment intéressant de se positionner et se poser ces questions. Et ensuite, non seulement je vous demande de le remplir, mais le faire avec vos proches, avec au moins 10 personnes autour de vous. Et ensuite, on compile tout ça et on regarde ce que nous tous garder ou pas pour la suite. Parfait. Merci beaucoup, Erwan. David ? Un petit bouquin de Henry David Thoreau, La désobéissance civile. Absolument passionnant. Vous y direz par ailleurs que, par exemple, que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Donc vous voyez, c'était pas de moi, mais je me souvenais pas que je le paraphrasais, je l'ai sous les yeux là. Tu dis quoi? C'est le Tao aussi qui dit ça. Dans le Tao aussi, toute la philosophie taoïste dit que le gouvernement bien exercé, voilà, c'est le gouvernement ça va qui dans n'est le pas même sens. Donc ça c'est le bouquin que je vous suggère. Et puis une série sur Netflix, Casa de Papel, pour ceux qui l'ont pas vu, qui parle de contestation et de rébellion, qui est dans ce temps de confinement où le temps peut paraître étrangement à la fois long et court, à la fois filer et ne pas passer. Je ne sais pas si vous ressentez tous la même chose, mais
c'est pas, c'est pas le thème de s'épancher là-dessus, peut être assez divertissant. Et quant à l'œuvre qui me semble devoir être recommandée, c'est celle que nous allons écrire ensemble, en ne tolérant plus que les principes constitutionnels et la loi française soient violés par ceux-là même qui sont censés la protéger. Merci David. Alex, te revient la possibilité de conclure. Ouais, merci. Et ben merci à tout le monde. C'était sympa. C'était, j'espère, pas trop long. Et j'espère qu'on a été clair. Pour l'œuvre, moi, je voudrais vous recommander un petit dessin animé. Ça s'appelle Kubo et l'armure magique. Le titre français, le titre original, c'est Kubo and the Two Strings. La musique est géniale et c'est une histoire qui parle de séparation, la séparation entre le bien et le mal. On a parlé de corruption et c'était pas mal ce que tu disais, Erwan. Effectivement, je pense quand même que il faut pas dire que Tikenja dit le problème de l'Afrique, c'est le problème des Africains. Et je pense que c'est ça qu'on doit dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des méchants politiques corrompus qui ont le pouvoir et qui nous envoient les flics nous péter la gueule pour nous empêcher de le reprendre. C'est la réalité. Et on nous éduque à l'école pour nous rendre débiles, comme le dit Howard Zinn, l'école rend idiot. On est ignorant, l'école nous rend idiots. Mais quand même, il faut qu'on prenne cette responsabilité ensemble d'écrire notre avenir et on va y arriver. Donc ça parle de ça. Ça parle qu'il n'y a pas de bien et de mal. On est une société ensemble et on est responsable des conséquences de construire cette pensée et cet être global qu'est la société. Et donc ça parle de la séparation avec les êtres qu'on aime parce qu'on fait tous face à ça, notamment en ce moment avec le Covid, on y pense et on en perd malheureusement. Et ça parle de la séparation entre le bien et le mal, les dirigeants gentils et les dirigeants méchants, etc. Bon, en tout cas, je vous donne. Et vous pouvez le voir en visionnage gratuit sur YouTube avec une pas trop mauvaise qualité. Et pour action, quelle action faire? Eh ben, je vais encore citer Howard Zinn qui disait, je l'ai cité tout à l'heure, le problème c'est pas la désobéissance civile, c'est l'obéissance civile. Donc, je vais dire désobéissez, faites n'importe quoi, désobéissez. Enfin, pas n'importe quoi, non, mais oser désobéir, c'est vraiment essentiel. Alors, vous pouvez rejoindre des mouvements. Il y en a plein. Il y a ATTAC, il y a ANV, il y a Greenpeace, il y a XR. Il y a plein de mouvements qui permettent de s'initier à ces choses-là et de le faire. Vous pouvez innover et créer votre propre chemin, faire un petit tag sur un panneau qui va donner le sourire aux gens dans la rue, n'importe quoi. Mais oser désobéir, pour moi, c'est le fondement de notre liberté si on en a une à l'avenir. Mais merci beaucoup. C'était très riche encore une fois. Merci beaucoup Frédéric, même si on n'a pas eu la joie de te voir. Bah ouais, c'était un peu frustrant pour moi. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai fait. Mais... Ouais. Bon, on commencera. Merci beaucoup David. Je t'en prie, merci pour cette invitation. Je me suis régalé à vous entendre. Et ben pareillement, il y a eu un petit peu de dissensus en plus, ce qui était très intéressant. Merci beaucoup Erwan. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi ça aussi longuement. C'était vraiment également agréable de savoir que vous étiez derrière. Merci à vous et merci aux participants. C'était passionnant. Ouais. Et on répondra à plus de questions. 3 heures, hein, mais bon. Merci beaucoup Alex. À très bientôt à tous. Portez-vous bien. Bonne fin de confinement. Et on lâche rien. Merci Grégory et Alex. Ouais, merci. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Salut. Salut. Salut.